Microempreendedor, preparado para se destacar nessa alta temporada de ofertas? Estudo recente revelou que anúncios com apelo visual aumentam até 7 vezes as chances de venda. O Canva, plataforma que democratiza o design, vai te ajudar. Ele conta com inúmeros modelos prontos para editar e outras ferramentas que vão fazer você se sentir especialista no assunto. Quer turbinar suas vendas? Faz bonito com Canva. Hey, salut gang, bienvenue sur Écho de montagne. Le podcast où on vous jase de tout ce qui résonne avec la randonnée. Donc, vous venez d'entendre Catherine Turgy, Catherine qui est sur le Appalachian Trail en ce moment. Puis moi, c'est Alex Godard, cinéaste d'aventure. Aujourd'hui, on a eu un épisode complètement malade. Wow, on a appris tellement. Catherine, je vais te laisser présenter notre invité là, qui était une référence au Québec. Oui. On a eu la chance de recevoir Emmanuel Daigle, guide en haute altitude, instructeur de premiers soins, formateur, conférencier. Il est auteur de 3 ouvrages sur la haute altitude et a dernièrement sorti, tout frais sorti, la 2e édition du guide haute altitude du trek à l'expédition. Ce livre-là est vraiment une bible pour tout ce qui concerne la haute altitude. Et il y a très peu d'ouvrages francophones à ce sujet et c'est le plus complet, c'est vraiment la référence. Donc, on est vraiment heureux d'avoir la chance de recevoir Emmanuel aujourd'hui. Donc, on vous fait suivre l'entrevue, puis j'espère que vous allez apprendre autant qu'on a appris nous deux. Là. Donc, bonne écoute. Bonne écoute. Salut Emmanuel, merci de te joindre à nous, merci d'avoir accepté l'invitation pour ce sujet qui, malgré que moi et Catherine, on a quand même une bonne expérience en randonnée, en longue randonnée, puis qu'on a touché un peu à la haute altitude, ça reste quand même quelque chose qui est un peu hors de notre zone de confort. Donc, avec la sortie de ton livre, on trouvait que c'était un parfait timing pour te recevoir puis répondre à toutes ces questions-là. Donc, merci beaucoup. Ben merci de l'invitation, premièrement. Regarde, ça me fait toujours plaisir de parler de ma passion. Excellent, mais merci de ta présence. Je pense qu'il va y avoir on a reçu également beaucoup de questions de notre auditoire, fait que ça va être intéressant de passer à travers. Alors, est-ce qu'on y va avec notre première question? Ben oui, on peut y aller avec la première question, puis comme je dis, tu sais, avec ton livre, t'étais vraiment la personne destinée en ce moment à répondre à toutes ces questions-là. Tu sais, le but de ton livre est quand même de vulgariser ça pour la majorité des gens, donc... let's go, sa première question. Comment on devient un alpiniste? Ça, c'est une bonne question. Comment on devient un alpiniste? Premièrement, il faudrait définir qu'est-ce qu'un alpiniste. Il y a beaucoup de gens qui vont, disons, gravir l'Everest puis ils se décrivent comme alpinistes. Pour moi, un alpiniste, c'est vraiment quelqu'un qui va en montagne puis qui a une certaine autonomie. Donc, il sait qu'est-ce qu'il fait, il s'en va de façon plus autonome en montagne, moyenne montagne, haute montagne, peu importe. C'est sûr que quelqu'un qui paie une expédition commerciale pour gravir l'Everest avec l'oxygène qui suit des cordes fixes sur la montagne, pour moi, c'est pas un alpiniste. Mm-hmm. C'est un touriste de la montagne, c'est quelqu'un qui aime la montagne puis qui veut aller profiter de l'environnement, mais un alpiniste, pour moi, a plus d'autonomie. OK, donc cette personne-là serait peut-être dans les premiers pas de comment on devient un alpiniste, parce que là, il va goûter à la montagne, puis ensuite de ça, il va sûrement aller chercher le bagage nécessaire pour devenir lui-même un alpiniste. Absolument, ça pourrait être ça. Disons, moi, je m'enfargerai pas dans les détails de la définition d'un alpiniste, là, mais oui, je dirais que ça fait bien du sens. Excellent. Puis on parle de milieu alpin, dans le fond. Est-ce qu'on peut définir qu'est-ce que c'est la haute altitude? Ça, c'est une bonne base. Disons, on va le séparer en 3 morceaux. La base, c'est moyenne altitude, c'est de 0 à 2000 mètres. Pour vous donner un exemple, pour que les gens comprennent bien, le mont Washington, qui est la plus haute montagne de l'Est d'Amérique, est à 1917 mètres. Donc, on n'est même pas en moyenne altitude. OK. La haute altitude, c'est de 2000 mètres à 5500 mètres. 5500 mètres, c'est grosso modo à peu près l'altitude du camp de base d'Everest. Puis l'altitude extrême, c'est 5500 mètres à 8848. Pourquoi c'est si précis? C'est le sommet de l'Everest. C'est le maximum. Le maximum terrestre. Exact. De basse à moyenne altitude, de 0 à 2000 mètres, il n'y a aucune implication sur ta performance physique. Okay? Donc on ne le ressent pas. On ne le ressent pas du tout. Quand on tombe en haute altitude, donc de 2000 à 5500 mètres, là, il y a vraiment une différence au niveau de nos performances physiques. Puis de l'altitude extrême, ben là, notre corps est tout simplement pas fait du tout pour vivre à ces altitudes-là. Il n'y a aucune peuplade sur la planète qui vit plus haut que 5500 mètres. Ah.
Donc, des fois, les gens disent, ah, ben, je vais au camp de base d'Everest, c'est pas si mal que ça. Ah non, attends une minute, là, tu vas atteindre l'altitude extrême. Donc, c'est pas anodin du tout, du tout, du tout, là. OK. Très, très haut, là. Excellent. Non, ça, c'est pas négligé. Puis, en fait, par rapport à l'attitude, qu'est-ce qui fait qu'on ressent ça? J'imagine que ça a rapport avec la pression barométrique, c'est ça? Oui. Là, en fait, c'est la baisse de la pression barométrique qui fait qu'on a ce qu'on pourrait dire, entre grosses guillemets, un manque d'oxygène. Le manque d'oxygène est très partiel parce qu'on a le même pourcentage d'oxygène partout sur la planète. On est autour de 21% partout où on est. Des fois, je donne cet exemple-là quand je donne des formations. Je dis, est-ce qu'il y a moins d'oxygène en haut de l'Everest ou au niveau de la mer? Tout le monde dit, en haut de l'Everest, il y a moins d'oxygène. En fait, il y a le même pourcentage d'oxygène. Ce qui fait la différence, c'est que les molécules d'oxygène sont plus distantes les unes des autres. Donc, pour aller, disons, chercher ton oxygène, ça va te demander beaucoup plus d'efforts plus tu montes. Donc, c'est ça qui va différer quand on monte en altitude. Donc, les molécules d'oxygène sont plus distantes les unes des autres, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile à respirer. Donc, notre pulsation cardiaque va augmenter, la fréquence respiratoire et l'amplitude respiratoire vont augmenter aussi. Puis, il va y avoir un autre facteur qui va arriver dès qu'on arrive en haute altitude, c'est qu'on va uriner plus. Puis ça n'a rien à voir avec l'eau qu'on va ingurgiter. Pourquoi on urine plus? C'est pour garder un niveau d'acidité dans ton sang qui est constant, donc un pH sanguin. Je ne veux pas rentrer dans trop technique, là, mais c'est un petit peu ça qui se passe. Mais ça nous amène en fait à la prochaine question qui sont quels seraient les effets sur le corps selon les différents niveaux? On parlait des 3 niveaux d'altitude, donc ce serait quoi les effets par niveau? Ben, c'est pas vraiment par niveau. En fait, c'est que dès qu'on entre en altitude, donc on va parler de entre 2000 et 2500. Pourquoi c'est pas précis? C'est que ça va dépendre de la pression barométrique qui est dépendante de la météo. Donc, grosso modo, entre 2000 et 2500, c'est là que notre corps va soit bien réagir ou pas réagir ou mal réagir. Et ça dépend de chaque individu. Ça n'a rien à voir avec l'entraînement. Donc, on ne peut pas vraiment s'entraîner notre corps à bien réagir à l'altitude. Comment ça fonctionne? C'est que dans notre corps, on a des petits capteurs de gaz qui fait que notre corps, disons, ressent s'il y a un manque ou un débalancement au niveau de l'oxygène dans l'environnement. Si ces petits capteurs-là, qui sont situés dans l'artère carotide, fonctionnent mal ou sont moins efficaces, ben, ton corps va, disons, détecter moins rapidement ou plus rapidement, selon les individus, que tu es en haute altitude. Donc, va déclencher ce qui devrait déclencher plus tard ou plus tôt. Je donne un exemple, quelqu'un arrive à 2500 mètres, son corps peut déjà réaliser que, hey, on est en haute altitude, je vais me mettre à battre plus vite mon cœur, tu sais, tout ce que je vous ai dit. Il y en a d'autres, rendus à 3500, j'ai déjà vu 4000 mètres d'altitude, leur pulsation est exactement comme au niveau de la mer. C'est pas normal, ça. Ça veut dire que son corps n'a pas réalisé qu'il était en haute altitude, donc il y avait un manque d'oxygène. Donc, ces gens-là vont décompenser rapidement. Donc, à un moment donné, ça va crasher, comme on dit en bon québécois. Ça va pas bien aller. OK. Donc, mais ils n'ont pas de symptômes immédiats. Non, exact. Fait que c'est pas parce que tu ressens rien que c'est un bon signe. Bien au contraire. Si tu ressens les effets de l'altitude très tôt, ben tant mieux. Tant mieux. Mais ça, tu n'y peux rien. C'est comme ça. Il faut juste que tu l'acceptes. Il faut que tu observes comme il faut. OK. Ça répond un petit peu à votre questionnement face à ça, là. Oui, ben en fait, ça irait même un peu vers une de mes prochaines questions. Donc, ce serait quoi la meilleure façon d'éviter les malaises en altitude? Eh bien, ouais, il y a plusieurs façons d'éviter les malaises. Puis ça, moi, je suis toujours en prévention, justement, pour éviter que les gens aient des mauvaises expériences. Puis c'est relativement simple. L'une des premières choses, c'est de regarder ton plan d'ascension. Un plan d'ascension qui est raisonnable, qui est bien pensé, fait en sorte qu'entre chaque coucher, il n'y aura pas plus de 400 mètres de gain d'élévation quotidien. Anciennement, on parlait entre 300 et 500 mètres. Si les gens ont lu, même mes deux anciennes versions de livres, on parlait entre 300 et 500 mètres. Mais on a arrêté de dire ça. Maintenant, c'est la nouvelle norme. Ben, norme, en tout cas, c'est ce qui est reconnu au niveau scientifique, c'est 400 mètres par jour si on veut que notre corps se donner les chances que ça fonctionne bien.
OK. Donc, à partir de la haute altitude, donc entre 2000 et 2500, on gravit de 400 mètres maximum à chaque dodo. OK. Ça, c'est important. À tous les paliers de 1000 mètres, OK? À partir de, mettons, 2000, 3000, 4000, 5000 mètres, tous les paliers de 1000 mètres, on devrait dormir 2 nuits consécutives. Là. OK. Donc, on fait le 1000 mètres en 2 jours et demi, admettons. Quelque chose comme ça. En dormant 2 dodos Ouais, à 1000. exactement. Puis tu donnes ton corps 2 nuits consécutives à la même altitude à chaque palier de 1000 mètres. À chaque 1000. À ce moment-là, c'est très simple de regarder tout ce qui s'offre sur le marché puis de voir si c'est raisonnable ou pas raisonnable. Donc, les gens, des fois, me disent, ben, moi, je m'en vais au Kilimanjaro, en combien de jours je devrais le faire? Ben, je réponds pas à cette question-là. Je dis, regarde, je vais te donner les connaisses, puis tu vas le calculer toi-même. Donc, c'est beaucoup plus simple comme ça, puis tu peux évaluer n'importe quelle montagne sur la planète, puis savoir si tu risques d'avoir une belle expérience ou non. De ne pas respecter ça, ça veut juste dire que tu t'exposes beaucoup plus à toutes les problématiques de l'altitude. Donc, tu cours un peu après le trouble. Là. Puis, y aurait-tu des certaines montagnes, mettons qu'on pourrait dire, OK, ben, selon on peut passer par-dessus ces règles-là pour une raison que, mettons, c'est un aller-retour d'une journée. Tu sais, si on parle, mettons, je sais qu'il y a beaucoup de pics en Amérique centrale qui vont être comme ça, tu sais, que c'est une day hike pratiquement, là, qu'on fait soit une journée ou qu'on fait un aller-retour pour le sommet. Fait qu'il y a quelques volcans dans ce style-là. Je pense même en Californie, Whitney, je pense qu'il peut faire partie de ceux-là, là, tu sais, que tu peux le faire en une journée ou deux. Il y a beaucoup d'endroits, oui, tu as raison. Puis même dans des expéditions, des fois, la dernière journée, notre summit push, qu'on appelle en anglais, Ouais. donc, la dernière poussée vers le sommet, on va pas respecter cette règle-là. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est pas grave. Faut pas se dire ça dans notre tête. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas supposé dépasser ce 400 mètres-là parce que notre corps n'est pas prêt à ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que du moment où j'ai dépassé ce 400 mètres-là, moi, c'est ce que j'appelle rentrer dans une zone à haut risque. Peu importe ce qui arrive, dépasser le 400 mètres dans cette journée-là, un symptôme quelconque, ça va pas super bien, j'ai un peu mal à la tête, je me sens fatigué, plus que la moyenne, tu descends rapidement. C'est ça que ça veut dire. Okay. Donc, des fois, oui, on peut tenter un peu, mais c'est jouer avec le feu. Il faut être conscient qu'on joue avec le feu. Dès qu'on ressent un symptôme, quand on dépasse cette zone-là, on ne persiste pas, on fait demi-tour. On descend. La descente rapide va nous sauver la vie tout le temps. C'est pas comme en plongée sous-marine où quand tu remontes trop rapidement, ben c'est pas bon. Ben, en altitude, ben c'est l'inverse. C'est super bon de descendre rapidement. OK. Fait que crazy carpet, puis on se laisse descendre. C'est simple, oui. En plus, c'est le fun. Et dangereux. Ouais. Mais oui, j'ai fait un peu de haute altitude, là, rien de fou, mais j'ai vu du monde qui était au campement, mettons, qui sur la montagne, qui ont pas dormi de la nuit, qui ont eu des mal de cœur, tout ça, puis dès qu'on est descendu au niveau du village, ces gens-là, c'était comme s'il n'y avait plus rien. Là. C'est fou comment que juste quelques mètres quand même, quelques centaines de mètres peut faire une grosse différence. Là. Oh oui, c'est majeur. C'est souvent, moi, ça m'est arrivé souvent de dire à des gens, des clients que je guidais, on descend là. Puis là, les gens, voyons donc, pourquoi c'est pas si mal mon état. Je dis non, mais tu vas voir 1000 mètres plus bas, là, c'est comme si tu vas être au niveau de la mer pratiquement pour toi, puis tu n'auras plus aucun symptôme, puis ça va super bien aller. Puis tu vas m'en vouloir de pas t'avoir laissé continuer. Sauf que il y a des règles, puis il y a des façons de suivre la santé en altitude qui fait que moi, je sais que si je te garde là, ben tu risques de mourir durant la nuit. Donc, c'est pas anodin, là. Puis, je sais que des fois, ça peut être dur pour du monde parce que ça reste que beaucoup de gens payent des sommes astronomiques des fois pour des treks de ce style-là. Mais il faut revenir à ce que, une phrase qui se dit souvent en montagne, tout ça, c'est que les montagnes vont rester là, mais notre vie, on en a juste une. Là, on reviendra pour la montagne, mais notre vie, on peut pas revenir si on n'est plus là. Donc, ouais, c'est plus important de revenir de la montagne que d'en atteindre le sommet. Absolument. Le sommet, ça devrait être, puis je le dis toujours à mes participants, je dis, le sommet, c'est juste une direction. C'est pas une fin en soi. Quand c'est une fin en soi, ça devient un problème quand on grimpe en montagne parce que quand tu n'atteins pas le sommet, tu as une déception.
moi, j'ai dû renoncer à énormément de sommets dans ma vie, puis j'ai aucune déception. J'ai eu la déception la première fois parce que j'étais pas prêt psychologiquement à ça. Puis après ça, ben j'ai compris que le trajet entre les deux, la préparation, tout ça, ça fait partie de l'aventure. Puis je prends plaisir à chacune des étapes. Ce qui fait que de faire un sommet ou non, ça change rien, là. C'est le processus qui est plus important. OK. 100% d'accord. Puis j'invite les gens à revenir à un de nos derniers épisodes où on parlait de la préparation mentale. Là. On parle de ça, entre autres. Donc, si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter. Vous allez avoir plein de petits trucs qu'on se donne pour garder le mental fort. Ce qui m'apporte, Emmanuel, à une autre question. Là, on a parlé beaucoup de problèmes par rapport à l'oxygène, tout ça, mais tu répondras, si c'est ça le plus gros problème, tu le diras. Sinon, tu iras vers autre chose. C'est quoi la plus grosse difficulté à gérer en altitude? Mais qu'est-ce que tu entends par difficulté à gérer? Tu parles de maladie ou qu'est-ce qu'on rencontre le plus souvent? Ou... Ben, en fait, c'est ça. Je veux que tu ailles où tu veux avec cette question-là, que ça soit, selon toi, c'est la météo qui est le plus dur à gérer. Selon toi, c'est peut-être les crevasses ou le mental. C'est vraiment les malaises, le mental. Les malaises. Je te laisse carte blanche. Je vois où tu veux en venir avec ça. Je te dirais, l'obstacle ou disons la chose la plus difficile, c'est l'humain. L'humain, c'est toujours ce qui est plus difficile à gérer en montagne parce que quand on est au niveau de la mer, tout va bien, nos plans, ça fonctionne bien. Mais quand on est en haute altitude, quand on est en montagne depuis plusieurs jours, la fatigue embarque. Puis des fois, les gens, justement, on parlait de mental, ben le mental lâche. Ou ils se raccrochent à une espèce de rêve absolument impossible, puis il n'y a plus d'éléments objectifs dans leur prise de décision. Fait que ça devient excessivement complexe. Puis à haute altitude, il y a moins d'oxygène disponible, ce qui fait que notre raisonnement, l'oxygène au cerveau est moins présentant. Donc, on devient un peu con. Et notre raisonnement est pas fort. Puis moi, quand je pars en groupe, je leur dis, regardez, oui, je guide, là, mais on fait toute partie prenante de la même expédition. Donc, je compte sur vos cerveaux aussi. Puis à tout notre groupe au complet, là, on forme peut-être un cerveau. Une fois en altitude. Il y a un gros travail d'équipe à faire, puis la gestion de l'humain, c'est ce qui est toujours le plus complexe. Parce que la météo, on peut l'observer, on peut l'anticiper. Les difficultés techniques, on peut se préparer pour ça. Mais le facteur humain, c'est toujours ce qui va nous donner le plus de fil à retordre. Parce qu'on ne sait pas comment les gens vont réagir devant telle ou telle situation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est le plus complexe, qu'on peut planifier, préparer un peu jusqu'à un certain point, mais qui va toujours nous surprendre. Tout le temps. C'est sur le coup de l'émotion. J'imagine les comportements peuvent complètement aller à l'ouest, là. Ah, complètement. Il y a des trucs, il y a des astuces, il y a des techniques aussi pour réduire ces problématiques-là. Mais malgré tout, on se fait toujours surprendre là, d'une expédition à l'autre. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas prévu, c'est clair. Là. Ouais, ben c'est sûr, hein, la météo, on est capable de dealer avec. Ça change plus ou moins d'une année à une autre, mais chaque personne après ça est différent. Fait qu'on a tous des comportements, puis on va tous réagir différemment contre l'adversité, les problématiques ou des choses comme ça. Fait que ça peut être dur à gérer. Je me mettrais pas dans tes bottines, mettons. Ouais, c'est pas pour tout le monde, disons là. Non, je pense que c'est ce qui peut faire un bon guide, là, de savoir bien garder son sang-froid puis de bien savoir gérer ces situations-là. Oui. Puis de mettre son ego de côté, c'est ce qui est le plus important selon moi. Là. De vraiment mettre l'ego de côté puis de se mettre à la place de l'autre. Moi, la qualité la plus importante en guidage, puis je le dis quand je donne des cours à des assistants guides ou des futurs guides, c'est vraiment l'empathie. L'empathie, c'est la qualité la plus importante parce qu'il faut être capable de se mettre dans la peau de l'autre. Puis la peau de l'autre, c'est très souvent des débutants ou des intermédiaires, mais c'est pas des experts nécessairement. Puis ça, c'est super important parce que plus t'en fais, plus à un moment donné, pour toi, il n'y a rien là. Mais pour quelqu'un qui débute, ça peut être incroyablement difficile, tel ou tel passage. Donc ça, il faut vraiment tout le temps se remettre dans la peau de l'autre puis dire, non, pour cette personne-là, là, c'est vraiment difficile. Donc, faut que je trouve la façon de lui expliquer comme il faut pour que ça soit simple, pour que ça le rassure, pour
qui aille au bout de ce qu'il est capable de faire, mais sans non plus dépasser cette limite-là. OK. De bien lire les limites de chaque personne. Oui, oui. Excellent. C'est essentiel. Puis dans le processus de préparation d'un trek, dans le fond, pourrais-tu nous expliquer comment fonctionne le processus d'acclimatation avant et durant le trek? OK. Là, il y a deux choses à ta question. Il y a deux facettes. Il y a la préparation préalable, qu'est-ce qu'on fait avant de se rendre sur le terrain. Puis, il y a l'acclimatation. Ça, c'est une autre chose. C'est deux volets complètement différents. On va commencer par la préparation parce que chronologiquement, tu veux te préparer à ton aventure en altitude. Il y a plusieurs choses qu'on fait, puis c'est pas la veille du départ ou un mois avant le départ. C'est le plus longtemps possible avant ton départ prévu. Ça, c'est vraiment important parce que c'est quand même une grosse préparation. Évidemment, là, tu as parlé de mon livre que je viens de sortir. Oui, ça, c'est une très bonne référence, je dirais, parce que le livre, je l'ai construit comme tu as un livre à t'acheter, c'est celui-là. Donc, ça traite de tous les sujets importants à savoir avant de partir. Que ce soit la nutrition, l'entraînement, les symptômes dus à l'altitude, bref, l'équipement, ça parle de tout de A à Z. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui aiment la lecture puis qui sont capables de réguler, ils vont être confortables avec ça. Ceux qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement ou qui veulent mettre ça un peu plus concret, il y a mon académie de formation en ligne aussi, que j'ai bâti, ça fait plus de 6 ans, 7 ans maintenant. J'étais un peu à l'avance sur mon temps. Maintenant, tout le monde connaît la formation en ligne, mais il y a 7 ans, personne ne connaissait ça. Donc ça, c'est une autre bonne façon, parce que c'est des petites capsules vidéo où je fais un accompagnement main dans la main de tous les sujets, que ce soit l'équipement, que ce soit l'altitude, etc. Donc ça, c'est un beau complément, c'est un beau combo. Donc, tu as le livre, tu as l'académie en ligne, tu as des formations aussi, admettons, que ce soit via moi ou avec Rando Québec. Rando Québec offre des formations sur la rando, tout ça. Ça, c'est une autre forme de préparation pour t'amener tranquillement à être prêt à ton aventure. Un autre point hyper important, selon moi, c'est les premiers soins en région isolée. Donc, d'être autonome au niveau de tes premiers soins en région isolée, pour moi, c'est essentiel. Toute personne qui aime le plein air devrait suivre ces formations-là, que ce soit un 20 heures, un 40 heures ou même un premier répondant en région isolée. C'est toutes des formations que tout le monde devrait avoir, selon moi, parce que ça va aider non seulement à réagir s'il y a quelque chose, mais surtout à prévenir. Faire beaucoup de prévention. Donc, t'évites les problématiques sur le terrain. Donc ça, là, ce serait probablement les étapes les plus importantes pour te préparer, disons, de façon plus cognitive à ton aventure, puis de marcher, d'en faire sur le... Tu vas marcher le plus possible en montagne, c'est ça qui va aider. Donc, c'est un petit peu ça, là. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Catherine, au niveau Au niveau de la préparation, oui, tout à fait. Oui. Donc là, le avant est placé. Là, après ça, tu me parlais d'acclimatation. Donc là, on rentre dans un sujet vraiment intéressant parce que l'acclimatation, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à un moment donné, je disais, quand tu rentres en haute altitude, qu'est-ce que ton corps fait? Il réagit à ce manque d'oxygène-là. Donc, il va augmenter ta pulsation cardiaque, il va augmenter ta respiration. Donc, tu es plus essoufflé, tu es plus fatigué pour faire une tâche très simple comme attacher tes bottes, tu peux être essoufflé. Il ne faut pas que les gens soient frustrés de ça et disent « Ah, je ne me suis pas bien entraîné. » Mais non, c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Sauf que ton corps est bien fait. À un moment donné, il va dire « Wow, moi, je ne continuerai pas à pomper comme ça tout le temps. » Donc, il veut devenir plus efficace. Comment il va faire pour être plus efficace en altitude? C'est qu'il va vouloir produire plus de globules rouges parce que tout ça va amener plus d'oxygène à tous tes organes, toutes tes cellules de ton corps. Donc, la surproduction de globules rouges accélérée, c'est ça l'acclimatation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette surproduction de globules rouges, elle arrive entre la 7e et la 10e journée après la première exposition à l'altitude. OK. Et je mets bien l'emphase là-dessus. Entre la 7e et la 10e, tu commences tout juste à produire plus de globules rouges. Là, je parle évidemment pour la majorité des gens. Il y a des exceptions qui produisent un petit peu plus tôt, mais parlons pas des exceptions, mais la masse, c'est ça. Donc, quelqu'un qui va au Kilimanjaro en 7 à 10 jours, comme la plupart des gens le font, ils ne seront jamais acclimatés.
ils vont être tout au mieux, leur corps va s'adapter, va s'ajuster tranquillement à l'altitude, va pomper plus, mais ils ne produiront pas plus de globules rouges. Ça va prendre OK. des semaines, voire des mois avant d'être vraiment acclimatés. Puis la seule façon de déclencher ou d'avoir ce processus de fabrication de globules rouges, c'est d'être en altitude. Il n'y a pas d'autre façon de déclencher ça. Ça, c'est la meilleure façon, c'est d'être en altitude et de respecter un plan d'ascension comme on a discuté tout Oui, à l'heure. avec les paliers. À ça, c'est vraiment de loin la meilleure façon de faire. Après ça, ben, on pourrait parler de d'autres façons, ça devient un peu plus technique. Il y a du doping aussi qui existe. Ah, Les cyclistes connaissent très bien l'EPO, ben c'est ça, on peut se doper, ce que je ne conseille à personne. Il y a quelque chose qui est de plus en plus populaire, c'est de dormir dans des... ben populaire, on s'entend, c'est très relatif quand même, c'est une petite partie de la population qui vont faire ça, Mhm. mais de dormir dans des chambres qui sont où tu peux jouer avec soit la pression, la quantité d'oxygène qu'il y a là-dedans. Donc, ils vont dormir là toute la nuit. C'est des longs processus. Pour l'instant, il n'y a rien qui a donné des bons résultats pour la haute altitude qui sont probants avec des protocoles. C'est disons, des façons de faire qui ont été éprouvées pour donner des résultats pour des athlètes au niveau de la mer. mhm. Donc, OK. un athlète en natation, en course ou peu importe, qui veut bien performer au niveau de la mer, va faire ce genre d'entraînement-là, si on peut dire entraînement, là, en hypoxie, qu'on appelle, donc en manque d'oxygène, pour arriver à développer plus de puissance pour son sport au niveau de la mer. Mais pour la haute altitude, il ne faut pas dépenser son argent pour l'instant là-dedans, ça ne sert à rien. Prenez plus de temps sur la montagne, ça c'est valable. Mhm. Donc, la meilleure manière serait, en fait, beaucoup de villages où qu'on commence mettons, l'ascension pour la montagne vont déjà être souvent vers les 2000. Si on parle, mettons, par expérience, le Guatemala que tu commences, puis je pense le village à la base d'un des volcans est déjà à 2000 mètres d'altitude, si je me rappelle bien. Fait que déjà là, de passer, mettons, une semaine au préalable avant l'ascension serait déjà une des meilleures choses à faire, en fait. Une semaine, c'est long, puis 2000, tu es au début de l'altitude. Fait Mhm. que moi, je dirais, monte tranquillement, tu sais. Puis il y a aussi il y a plusieurs stratégies qu'on peut adopter en altitude, dont une qui est quand même très vieux, là, c'est de monter un peu plus haut, puis de descendre plus bas pour Mhm. dormir. Ce que ça fait, c'est que ça stresse ton corps à une altitude où le corps il dit ah, attends une minute, je vais pomper un peu plus ou je vais produire plus de globules rouges, dépendamment de l'altitude où tu es puis le temps que ça fait que tu es en altitude. Puis de redescendre plus bas, ben, ça te fait récupérer plus facilement. Par contre, ton corps, lui, il reste avec cette idée-là que tu vas t'exposer à plus haut. Donc, c'est très bon de monter un petit peu plus haut puis de dormir plus bas. Et ça, c'est une stratégie qu'on peut adopter qui va donner des bons résultats pour la plupart des gens. Est-ce qu'il y a des signaux qu'on est capable de voir qu'on va savoir dans le fond que notre corps va savoir habituer, acclimater, ou c'est vraiment juste d'y aller, on y va, ok, ben, avec le nombre de jours, puis on y va de même, mais il n'y a rien qui va être, qu'on va être capable de déceler? C'est une super bonne question que tu poses, puis oui, il y a des signaux très faciles à reconnaître. Puis moi, j'ai bâti une façon de suivre la santé des gens en altitude, justement pour se baser sur des observations objectives et non subjectives. Donc, dans un petit carnet de santé personnel du participant, chacun a ça, tu notes des observations très claires. Donc, je te donne un exemple, tu vas noter l'altitude à laquelle tu es. Tu vas noter ta pulsation cardiaque. La pulsation, mais il faut que tu aies une base de données de référence. Donc, il faut que tu connaisses ta pulsation au repos au niveau de la mer. Donc là, tu peux comparer. Si, disons, je te donne un exemple, tu es à 60 de pulsations par minute au niveau de la mer, puis que là, tu es à 2800 mètres, puis ta pulsation est à 75 ou à 80, ben là, tu peux te dire, wow, c'est un bon signe. C'est pas un signe de faiblesse, c'est plutôt un bon signe parce que mon corps pompe plus puis il a réalisé que j'étais en altitude. OK, il y a une réaction. Exactement. Ça, c'est un très bon signe.
Un autre signe que tu devrais regarder, c'est ta production d'urine. Comme j'ai dit, la production d'urine, c'est un des facteurs les plus importants, les plus rapides à enclencher dans ton corps, puis personne n'en prend compte alors que c'est super important. Donc, de déterminer un petit peu est-ce que j'urine plus qu'au niveau de la mère ou non. Puis ça, c'est toujours de se reporter au niveau de la mère, parce qu'on a une mémoire très faible. Puis quand je pose des questions en altitude, les gens, les premières journées, ils me donnent la bonne réponse. Puis rendu au jour 3, 4 ou 5, là, ça devient que c'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Parce que tu te rappelles de hier ou avant-hier. Puis là, quand je pose la question aux gens, est-ce que tu urines plus que d'habitude? Non, non. Je dis, mais à la maison, est-ce que tu urines comme ça? Ah ben non, jamais j'urine autant que ça. Ah, ben tu vois, ta réponse n'est pas la même tout d'un coup. Donc, il faut toujours se reporter par rapport au niveau de la mère. Donc ça, c'est des signes extrêmement simples. Ta fréquence respiratoire, c'est rare que les gens vont la prendre en note, mais il y a un autre signe qu'on pourrait prendre en note si on a la donnée, mais ça, je mets un gros bémol parce que j'incite les gens à prendre des formations là-dessus. C'est au niveau de la saturation d'oxygène dans le sang. Maintenant, il y a certains outils qui sont il y a différentes appellations, là, mais c'est un saturomètre, en fait, qu'on appelle, là, qui vont prendre ton taux de saturation d'oxygène dans le sang. Ça, c'est les petites pinces là, qu'on peut mettre sur son doigt. Là. Ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Pourquoi je dis ça devrait, c'est parce que maintenant, il y a même des montres intelligentes qui vont donner cette donnée-là. À partir du poignet? Ce n'est pas juste. Okay. À partir du poignet, exactement. Donc, il ne faut pas se fier à cette donnée-là. Puis quand je donne des formations, je dis, avez-vous déjà vu un médecin dans un hôpital utiliser une montre pour donner le taux de saturation? Non. Ben, il y a une raison à ça. C'est que ces outils-là ne sont pas précis. Donc, il faut faire attention. Il faut utiliser des bons outils pour la saturation. Non seulement ça, il faut savoir l'interpréter. La majorité des gens ne savent pas interpréter cette donnée-là, puis ils vont se faire des peurs avec ça, puis ils ne vont pas prendre les bonnes décisions. Moi, j'ai une bonne partie de ma carrière, je n'avais pas de saturomètre avec moi. Est-ce que j'étais plus dangereux? Non. Et si mon saturomètre il brise, ben, ça ne me dérange pas. J'ai d'autres paramètres que je vais regarder. La pulsation puis la production d'urine est beaucoup plus importante que le taux de saturation. Fait que ça, c'est des observations vraiment faciles à faire. Je parle pas de la saturation, mais c'est plutôt de la pulsation puis de comment tu te sens. Et le mal de tête aussi est un signe très clair. Puis là, on n'a pas encore rentré là-dedans, mais je pense que tu vois. On y arrive. Sur les maladies, les problématiques reliées à l'altitude, ben, le mal de tête est une des problématiques principales de l'altitude. En fait, c'est une réaction claire à l'altitude, puis il ne faut pas négliger ça. C'est vraiment important. Un mal de tête, c'est jamais anodin. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout ce qui arrive en altitude, il faut prendre en considération que c'est dû à l'altitude jusqu'à preuve du contraire. De cette façon-là, on ne se trompe pas. Fait que tu as un mal de tête, ben c'est pas parce que j'ai pas assez bu, parce que c'est dû à l'altitude, donc qu'est-ce que je fais? Donc on assume que c'est dû à l'altitude. On assume tout ce qui arrive que c'est dû à l'altitude. Okay. Parce que ça va te faire réagir beaucoup plus rapidement, en fait. OK. Puis ça serait quoi la réaction à avoir face au mal de tête? Bon, le mal de tête, ouais. Dès que ça arrive, en fait, il faut, entre guillemets, arrêter, trouver le pourquoi, puis faire quelque chose. Moi, quand je donne des cours, on utilise une échelle d'évaluation qui s'appelle l'échelle d'évaluation du lac Louise. C'est une échelle qui a été développée pour la recherche principalement, puis pas pour de l'autodiagnostic terrain. Mais moi, je l'utilise quand même pour ça. Parce que ça te donne une bonne référence objective sur où est-ce que tu en es avec ton mal de tête. Puis ce qui arrive, c'est que cette échelle-là a été faite pour évaluer le mal aigu des montagnes. Le mal aigu des montagnes, c'est ce qui arrive le plus fréquemment en altitude. Puis souvent, quand je donne des formations, je dis, bon, ça va arriver dans à peu près entre 90 et 95% des individus vont souffrir d'un mal aigu des montagnes d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est grave? La plupart des gens disent, ben non, ça ne doit pas être grave si la majorité des gens vont en souffrir un petit peu d'une façon ou d'une autre. Je dis oui et non. La réponse est oui et non. Parce que ça peut devenir très grave si on laisse passer les symptômes, si on n'en prend pas compte. Si on ne tient pas compte d'un simple mal de tête qui dégénère en mal aigu des montagnes sévère, on peut même aller plus loin dans le processus puis tomber en œdème cérébral. Et là, on en meurt de ça. Donc, vous voyez que ce n'est pas anodin du tout.
Donc, mal de tête, on passe l'échelle du lac Louise et ça va nous dire quoi faire. Ça nous donne une marche à suivre, c'est sûr. La plupart du temps, ça par quoi on va commencer, c'est d'hydrater plus. L'hydratation, c'est la clé du succès en altitude. Si les gens ont une chose à retenir, hydratez-vous. Ça, c'est majeur. Donc, boire plus qu'à l'habitude? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faudrait boire à toutes les 15 minutes une petite gorgée. Le matin, avant de partir, on va ingurgiter à peu près l'équivalent de 750 ml à 1 litre de liquide, d'eau, idéalement. Puis, durant la randonnée, on va avoir 3 litres avec nous, qu'on va boire à petite gorgée tout le long de notre randonnée. 3 litres pour la journée entière? Ouais, ça c'est un minimum. Minimum. OK. Puis, à la fin de la journée, on va reboire 1 litre. Donc, ça va nous totaliser, grosso modo, notre 5 litres par jour. Pour la majorité des gens, ça va être une hydratation qui est adéquate. OK? Pourquoi je dis aux 15 minutes? C'est qu'à un moment donné, il a fallu mettre un chiffre à ça. C'est ça, il faut mettre un chiffre. Mais pourquoi 15 minutes? C'est que j'ai déterminé que peu importe la température extérieure, puis peu importe l'effort physique que tu vas donner, tu ne peux pas arriver dans une déshydratation suffisante pour causer un gros problème à ton corps en 15 minutes. Donc, à toutes les 15 minutes, on prend une petite gorgée. Je ne parle pas de caler de l'eau, mais juste des petites gorgées. Ça va être assimilé par ton système sanguin beaucoup plus facilement. Si tu cales ça, ça s'en va dans ton système digestif. Okay. Donc, c'est complètement différent. Donc, vous voyez que l'absorption de l'eau, c'est pas anodin, il faut le faire correctement. Des petites gorgées aux 15 minutes, ça fait qu'on s'hydrate très bien. Puis, si on veut, ben, on peut utiliser des sels de réhydratation, des bons sels bien balancés. Je ne parle pas de Gatorade ici, mais de bons sels de réhydratation. Moi, je le suggère principalement à la fin de la journée. Donc, le dernier litre qu'on va prendre avant de se coucher, ou ben, dans la soirée, pas avant de se coucher, mais dans la soirée, disons, c'est là que je le prendrai. Je vais essayer de regagner mes sels minéraux par la nourriture durant la journée. Mais si j'ai une journée extrêmement chaude, ben là, on pourrait prendre des sels de réhydratation, une gourde sur 3, mettons, durant la journée, puis ça serait adéquat. Puis ça, là, juste ça, ça va faire en sorte que, de un, on n'aura pas de froid, parce que c'est un super bon thermorégulateur, l'eau dans notre corps. Puis, on n'aura pas les problèmes de maux de tête qui arrivent de l'altitude. Fait que ça va aider notre corps pour l'altitude énormément de s'hydrater correctement. Donc ça, c'est une des choses hyper importantes pour éviter d'avoir le fameux mal de tête, là. Donc, c'est une des premières choses qu'on va faire. Sinon, on va y aller avec des analgésiques. On va y aller avec de la Tylenol ou de l'Advil, selon les gens, ce qu'ils préfèrent. C'est possible de prendre ça aussi. Puis, si c'est vraiment un cas de mal aigu des montagnes sévère ou modéré même, on pourrait y aller avec une médication pour traiter ça, traiter le mal aigu des montagnes. Ça, c'est pour traiter et rester là ou traiter et redescendre? Ça dépend des cas. Des fois, ça va être traité, rester là. Des fois, ça va être traité, redescendre. Mais dans le cas d'un mal aigu des montagnes, la plupart du temps, on va pouvoir remonter sans danger. Okay. Donc, c'est pas l'expédition infinie. C'est pour ça que c'est important d'en parler à son guide quand tu as un guide, de ne pas camoufler les symptômes. Parce que tu peux continuer ton ascension. En continuant à suivre l'acclimatation. Oui. En fait, là, quand ton corps t'envoie ces signaux-là, de maux de tête ou peu importe, c'est un bon signal. Ton corps, il dit, attends une minute, moi, j'ai besoin d'un petit peu plus de temps. Mm-hmm. C'est juste un délai de plus qu'il a besoin. Puis éventuellement, okay. Ben, ça va mieux aller. Ben, chez certains individus, ça va être très rapide. Chez d'autres, ça va être plus lent, comme on en a discuté. Puis, dans une très, très faible pourcentage de la population, ça va être impossible. Il y a des gens qui ne s'adapteront jamais à l'altitude. Ils ne sont jamais capables de bien s'adapter à ça. Mais c'est très, très rare. C'est arrivé une fois en carrière, c'est tout. OK. Wow. Okay. J'ai envie d'aller dans tous les sens avec ce que tu dis. Oui. Tu m'apportes plein de questionnements. Ben en tout cas, une chose que je peux comprendre, que je retiens beaucoup de ce que tu dis, c'est vraiment écouter son corps. Fait que ça, je pense que c'est à ne pas négliger. Okay, ben, je vais prendre un des sujets que tu as effleuré, puis on ira avec les autres après. Là. Tu as parlé de médication à avoir en altitude. Fait que là, on a parlé de Tylenol, des choses comme ça pour ce qui est mineur. Mais qu'est-ce qui serait de la médication qui pourrait être plus pour des cas plus majeurs? Et comment qu'on se les procure? Puis là, je pense que la manière que tu parlais, c'est on l'utilise
quand on a eu les symptômes, pas pour prévenir, mais pour guérir, en fait. Donc là, je te pose plein de questions d'un coup, mais je veux qu'on parle un peu de médication spécialisée. Oui, c'est assez large comme sujet, puis c'est vraiment très important. La première recommandation que je ferai aux gens, c'est d'aller voir une clinique santé-voyage qui sont à l'aise et plus spécialisées, entre guillemets, en haute altitude. Donc ça, c'est la première recommandation que je ferai. Parce que de un, on parle de médication pour la haute altitude, mais qui dit haute altitude dit pays étranger aussi. Donc, d'aller voir une clinique santé-voyage, ça, c'est pour moi une première base. Après ça, on peut parler de certaines médications qui sont plus propices. Oui, moi, je suis plus dans la prévention pour éviter la médication. Puis je vais utiliser la médication pour régler un problème. Je ne donnerai pas la médication en prévention. Ou dans très peu de cas, je vais suggérer ça. Le premier médicament qu'on entend souvent parler, si les gens se sont renseignés un petit peu là-dessus, c'est le fameux Diamox. L'acétazolamide, c'est son nom, son vrai nom à ce médicament-là. Le Diamox est prescrit pour différentes raisons. On va le prescrire en prévention, entre gros guillemets, okay, pour diminuer les symptômes du mal aigu des montagnes, pour éviter le mal aigu des montagnes. Je ne suis pas un grand fan de ça. Je suis beaucoup plus un fan de prends ton temps sur la montagne, puis laisse ton corps réagir comme il doit réagir, au lieu de prendre les médications. Les cas où le Diamox a sa place au niveau de la prévention, ça serait un cas de quelqu'un qui a fait plusieurs expéditions en altitude, il a toujours souffert de mal aigu des montagnes, ça va pas vraiment bien pour lui, mais il veut tellement aller en altitude, mais il le sait à l'avance qu'il va souffrir du mal aigu des montagnes. Là, à ce moment-là, le Diamox en prévention serait une option. Et là, on ne rentrera pas dans la posologie, etc. Je laisse ça aux pharmaciens ou aux médecins. Faut savoir que maintenant, les pharmaciens peuvent prescrire le Diamox. Okay. Donc, le pharmacien a le droit, pour l'altitude, de prescrire le Diamox. On n'est pas obligé d'aller voir un médecin pour avoir du Diamox. Ça, faut que les gens sachent ça. Donc, ça simplifie un peu les choses. Des fois, voir un médecin, c'est pas évident. Donc, savoir que tu peux aller voir ton pharmacien pour le Diamox pour l'altitude, ça peut être intéressant à savoir. Après ça, sinon, le Diamox, on va l'utiliser en traitement. Donc, là, on est en mal aigu des montagnes sévères. Je veux traiter ça. Là, je vais avoir le Diamox en traitement. Fait que ça, c'est possible de l'utiliser comme ça. Fait que ça, c'est la première molécule. C'est celle qu'on utilise le plus, disons. Ça va adresser majoritairement le mal aigu des montagnes, donc maux de tête. C'est vraiment pour le mal aigu des montagnes, oui. OK. Puis maux de tête, c'est important ce que tu dis dans Catherine, parce que je vois souvent que les gens prennent ça pour un mal de tête. Ce n'est pas un médicament pour le mal de tête, zéro. Là. Okay? C'est pour le mal aigu des montagnes. Un des symptômes du mal aigu des montagnes, c'est le mal de tête. Mais le mal aigu des montagnes, la liste des signes et symptômes, elle est longue, là. Elle est très longue. Souvent, pour simplifier ça, je dis aux gens, tu sais, le lendemain que tu as bu un peu trop de bière dans une grosse soirée bien arrosée, là, moi, j'ai jamais fait ça, mais on m'a rapporté que tu avais très mal à la tête, puis que tu filais tout croche, tu avais une perte d'appétit, puis tu n'avais plus d'énergie, ben c'est un peu ça, le mal aigu des montagnes. Fait que ça te donne une idée de ce que c'est. Donc, une panoplie de signes et symptômes, mais le mal de tête, il va être présent dans la très, très grande majorité des cas. Donc, on parle de 95% des cas où il y a le mal de tête. C'est pour ça qu'on revient souvent avec le mal de tête pour le mal aigu des montagnes, mais c'est pas juste ça. C'est surtout un simple mal de tête, je vais prendre le Diamox. Pour un mal de tête au niveau de la mer, qu'est-ce que tu fais? Tylenol ou tu hydratation. Hydratation, repos. En premier. Je vais peut-être prendre une Tylenol ou je vais peut-être prendre de l'Advil selon ce que je préfère, peu importe. Mais c'est sûr que tu vas faire, c'est exactement la même chose. OK. Donc, on ne prendra pas de Diamox pour un simple mal de tête. Il faut s'assurer que ce soit un mal aigu des montagnes. Fait que ça, c'est vraiment important. OK. Parce qu'on parlait surtout de mal de tête. Je pense qu'on n'a peut-être pas couvert toute la liste, là, qui est probablement très complète dans ton livre. Mais au niveau des difficultés respiratoires, est-ce que ça fait partie du mal aigu des montagnes ou c'est un autre... Non, les difficultés respiratoires, là, on va plus parler d'œdème pulmonaire. Ça, c'est deux affections qui sont extrêmement graves. L'œdème pulmonaire et l'œdème cérébral. On va les traiter en même temps, ou plutôt on va en parler en même temps parce que c'est deux petits frères bien proches. Quand on suspecte un œdème pulmonaire, on doit suspecter un œdème cérébral et vice-versa.
Donc, l'œdème, qu'est-ce que c'est? C'est de l'accumulation, pour vulgariser ça, là, c'est l'accumulation d'un liquide à un endroit où ça devrait pas être. C'est comme une enflure, si tu veux. Mhm. OK. Dû à la différence de pression? Ou... À différents facteurs, oui. OK. En gros, c'est la pression qui va engendrer tout ça. Puis, au niveau des poumons, ben, l'œdème pulmonaire, c'est au niveau des poumons. Bon, plus spécifiquement au niveau de la plèvre, mais on n'en rentrera pas dans ce niveau de détail-là, mais au niveau des poumons, puis au niveau du cerveau, ben c'est partout dans le cerveau. Donc, c'est très, très grave comme problématique. Je veux rassurer tout le monde, personne ne devrait souffrir d'œdème pulmonaire ou cérébral s'il suit les règles de base. OK. Déjà là, on va enlever de l'angoisse à tout le monde, OK? Puis ça arrive pas du jour au lendemain, on se fait pas foudroyer par ça, là. Non, C'est non. quelque chose qui dégénère, puis ça prend 24 à 72 heures à s'installer, là. Donc ça prend Il faut vraiment avoir poussé les symptômes loin là, pour atteindre ce niveau-là. Exactement. Donc c'est quelque chose, moi, que je dis à mes participants quand je guide, faites-vous-en pas, on se rendra pas là. OK? Mais c'est important d'être prêt pour ça. Donc, l'œdème pulmonaire, on ne parle pas juste d'une difficulté respiratoire, mais d'un mal. Ça fait mal respirer. OK. C'est pas que le souffle court, là. C'est vraiment Non, douloureux dans la poitrine. C'est très douloureux, là. C'est très douloureux. La personne ne récupérera pas du tout, là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement grave. Le médecin peut prescrire de la médication pour ça, pour aider, mais dites-vous que ça soit l'œdème pulmonaire ou le cérébral, c'est fini. L'expédition, elle est finie. On s'en va à l'hôpital le plus proche dans les plus brefs délais. Parce que même en redescendant rapidement, cette condition-là ne va pas se dissiper. Non, pas aussi rapidement que le mal aigu de montagne dont on a parlé. Puis c'est extrêmement important que cette personne-là soit suivie par un médecin dans les plus brefs délais. Ça, c'est prioritaire. Si on a de l'oxygène, on va donner de l'oxygène. Si on a, là, on va parler d'équipements un peu plus spécialisés. Si on a accès à un caisson portable, souvent on l'appelle un caisson hyperbare, mais c'est pas le terme juste qu'on devrait utiliser. Le caisson hyperbare est utilisé pour les la plongée sous-marine. Mais le caisson portable de recompression, c'est un petit caisson qui est en matériaux souples, puis moi j'apporte avec une pompe, puis on recrée une pression en fait. Donc ça, c'est comme si je simulais instantanément une descente de 2000 à 2300 mètres. C'est majeur. C'est vrai que ça, c'est super intéressant à voir, puis on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut. Contrairement à l'oxygène où on a une réserve, puis une fois que la réserve est finie, ben c'est fini. Donc là, ça, c'est des outils qu'on peut utiliser pour justement ces cas beaucoup plus sévères d'œdème pulmonaire ou cérébral. L'œdème cérébral, pour décrire ça très simple, quelqu'un qui est atteint d'œdème cérébral le saura même pas. Je vais dire, comment ça va, Catherine, aujourd'hui? Puis tu vas me regarder en me disant bleu. Ben c'est ça, c'est quelqu'un qui est plus là mentalement. Donc ça c'est super giga grave, puis il faut descendre cette personne-là au plus vite, puis donner une médication qui est spécifique, qu'on appelle le décadron, c'est le nom de commerce, ou la dexaméthasone. Puis ça, ce médicament-là, c'est le seul des médicaments qui va potentiellement t'aider à te sauver la vie, là. Et c'est le médicament que beaucoup de médecins ne sont pas prêts à prescrire parce que c'est un gros corticostéroïde puissant, mais c'est celui-là qui devrait être prescrit pour te sauver la vie si tu étais atteint d'œdème cérébral. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis encore une fois, l'oxygène et le caisson portable vont faire une énorme différence dans la chance de survie, là. Je ne sais pas si ça répond à vos questions par rapport à la médication, là. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait parler de médication, mais tu sais, c'est le message à passer, c'est vraiment allez voir votre clinique santé voyage, allez voir un médecin qui est spécialisé là-dedans. Il y en a quelques-uns au Québec. Gênez-vous pas poser des questions à ces gens-là, là. C'est vraiment important. Okay. Mais si on revient à la base, en écoutant son corps puis en ayant un bon plan d'acclimatation, c'est bien de l'avoir en backup, mais c'est pas la médication, c'est pas la solution, là. Exactement. C'est jamais la solution selon moi. Puis moi, ce que je fais aussi pour éviter le gaspillage, c'est que à destination, quand l'expédition est finie, je vais avoir une clinique sur place là-bas. Puis je vais donner les restants de médicaments que j'ai pas utilisés, évidemment, au personnel médical là-bas.
bien sûr. Donc, Ouais, bonne parce que idée. tes médicaments, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ici? Absolument rien, là. Donc, Mhm. c'est du gaspillage. En les donnant là-bas, ben souvent, ces gens-là, c'est dans des pays qui sont moins fortunés, puis ont moins accès à toute la médication. Donc, ça peut peut-être aider beaucoup de gens là, de donner notre médication une fois que tout est fini, évidemment, là. Ça me porte à un point que, tu sais, ici au Québec, on est souvent, puis tu sais, moi puis Catherine, on rentre dans cette catégorie-là, on part souvent en randonnée tout seul, puis tu sais, je suis vraiment un bon exemple de ça, je suis presque toujours seul en longue randonnée, mais de ce que je retiens, c'est que quand on tombe en haute altitude, vaut mieux être plus qu'une personne parce que souvent, une personne seule aura pas le raisonnement nécessaire ou comprendra pas ses propres signaux, comme tu disais, comment tu vas, Catherine, bleu. Tu sais, la personne, elle, pour elle, ça va être tout à fait normal, mais la personne qui reçoit la réponse, elle va voir, oh, ok, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Oui, oui, exactement. En altitude, l'idéal, c'est d'être plusieurs, là. Moi, ce que je dis aussi, c'est que quand tu arrives autour de 3 500 mètres, euh, autant que possible, jamais coucher seul non plus. Si tu es dans une tente ou dans un lodge ou peu importe où tu te retrouves, là, être à deux pour que s'il y a quelque chose dans la nuit, c'est souvent dans la nuit que ça va se déclarer, là, les problématiques, puis Mhm. aussi l'angoisse qui vient avec tout ça. Donc, toujours être deux, c'est l'idéal, là, d'être plusieurs. Ben, Parfait. dans Ben, ça, n'importe quelle condition extrême, c'est un peu ça aussi. Là, quand on fait du camping d'hiver, on rentrera pas là-dedans, mais c'est un peu la même chose, là, de toujours être accompagné pour être sûr qu'il y a quelqu'un qui veille sur nos symptômes là, si on perd le contrôle. Oui, parce que ta marge de manœuvre est très, Ouais. très mince, voire inexistante quand tu es seul, là. Donc, c'est vraiment important là, d'être plusieurs. Idéalement, des gens qui sont formés aussi, qui ont suivi des formations. On n'est pas très fort, malheureusement, au Québec là-dessus, là, mais je milite beaucoup là-dessus depuis des années et des années, de se former, de prendre de la formation. Ça existe, il y a des formations qui existent, prenez-les. C'est vraiment la meilleure façon de prévenir toutes les problématiques, là, d'éviter de se retrouver dans le trouble pour rien. Moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que dans la très, très grande majorité des cas, toutes les problématiques auraient pu être évitées si les gens avaient fait les choses correctement, préalablement. Tu sais, ils avaient suivi les règles de base, ils avaient compris. C'est toutes des erreurs évitables. C'est très, très rare les erreurs là, qu'on appelle act of God. Là, c'est très, très rare, là. ouais, ça, souvent, ça va être là des choses qu'on peut plus ou moins contrôler, que ce soit une avalanche ou des choses comme ça, là. Tu t'as effleuré le sommeil, puis tu sais, on parlait des symptômes sont majoritairement lorsqu'on dort. Comment qu'on gère le sommeil? Ça serait quoi tes trucs? Comment ça fonctionne en haute altitude? Parce que c'est une game complètement différente que quand on dort au niveau de la mer, là. Ouais, ben c'est une game complètement différente, effectivement. En haute altitude, on ne dort pas bien. Même si on dort bien, qu'on sent qu'on sait, ah, j'ai vraiment bien dormi cette nuit, puis oui, j'ai bien récupéré. En fait, si on t'avait mis des petits capteurs sur ton crâne, là, puis on avait enregistré ta nuit de sommeil, t'aurais vu que t'as des micro-réveils toute la nuit. Donc, c'est pas des nuits qui sont des bonnes nuits où on va récupérer. Euh, Même si on se sent bien, ça reste que c'est très, très, très difficile, très taxant de récupérer en haute altitude. D'autant plus si les gens souffrent d'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, il y en a deux types. Puis bon, euh, c'est pas une contre-indication à l'altitude, mais c'est clairement quelque chose qu'il faut pas ignorer parce que on peut souffrir d'apnée du sommeil. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui savent pas c'est quoi l'apnée du sommeil, c'est que c'est un arrêt momentané de la respiration durant le sommeil. On meurt pas de ça, c'est un réflexe, on va se réveiller, mais on va se réveiller en panique. Pas à peu près, là. Pour l'avoir vécu, c'est pas évident du tout. Donc, l'apnée du sommeil, si quelqu'un souffre de ça, moi, je lui dirais, va voir un spécialiste du sommeil pour, de un, diagnostiquer correctement quel type d'apnée il Mhm. fait. Puis, il y a des trucs. Des fois, ils peuvent juste mettre une petite mandibule, c'est une espèce c'est comme un mouthpiece qu'on appelle en anglais, qu'on va mettre dans la bouche pour dormir, pour éviter de faire des épisodes d'apnée. Donc, il y a différentes façons de faire pour
pouvoir aller en altitude sans avoir trop de problèmes là-dessus. Puis si on a de l'apnée malgré tout, ben le Diamox, le fameux médicament dont on a discuté pour le mal aigu des montagnes, ben le Diamox peut être utilisé pour des cas d'apnée du sommeil. Donc, avec une autre posologie, là, mais c'est un médicament qu'on peut utiliser pour ça, qui fonctionne très bien. Donc ça peut être une autre façon de faire, là. Mais le sommeil, il faut vraiment... Puis un petit truc, tu voulais un truc, là, Alex, à ce niveau-là, là, c'est d'incliner. Moi, je mets des vêtements un petit peu, mettons, je suis sur un tapis de sol, je vais mettre des vêtements pour surélever ma tête, mon corps, d'au moins un 10 à 15 degrés, là. Puis ça va aider beaucoup pour le sommeil. Ça va aider qu'il y ait une trop grande pression au niveau de la boîte crânienne, au niveau sanguin. Qui causerait des mal de tête à la longue. Ce qui causerait des mal de tête à la longue, vu qu'on aurait une trop grosse pression. Oui, exact. Exact. Okay, c'est bon à savoir, c'est un bon petit truc. Une autre chose aussi pour le sommeil, Alex, c'est de faire attention à la caféine ou tout excitant avant d'aller dormir. Donc, ça, c'est une autre, puis j'en parle dans mon livre aussi de ça. C'est vraiment important là, de stopper notre consommation de caféine ou de tout excitant, mettons du chocolat ou des trucs comme ça, avant d'aller se coucher. Donc, de privilégier des tisanes relaxantes à la camomille ou peu importe, mais vraiment juste des choses qui sont relaxantes avant le sommeil là, pour se donner toutes les chances de bien dormir puis récupérer. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis, une technique que j'utilise depuis des années, c'est une technique respiratoire pour arriver à calmer notre système sympathique, notre système nerveux sympathique. C'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, j'en parle abondamment dans mon livre parce que c'est une technique qui fait en sorte que tu vas vraiment te mettre dans une bonne posture pour dormir paisiblement et que tu vas vraiment récupérer. Okay. Fait que ça, c'est quelque chose que j'étudie présentement avec Dr David O'Hare. On fait une étude de terrain sur la cohérence cardiaque en haute altitude. Donc, j'apporte mon ordinateur, je branche les gens, je prends des données là-dessus. On va voir dans quelques années qu'est-ce que ça va donner. Mais pour l'instant, moi, juste ce que j'ai observé, c'est génial. Les effets c'est fou, là. La prise de décision est plus facile en montagne, tu récupères mieux, tu dors vraiment mieux. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'encourage les gens à pratiquer ça. Donc, je donne des formations là-dessus aussi. Bref, c'est vraiment une technique à savoir, à connaître. OK, puis j'imagine t'en parles aussi, tu disais t'en parles dans ton livre, t'en parles aussi dans ton académie en ligne. Oui. Oui, sur l'académiehaute-montagne.com, j'en parle. Il y a même David qui parle un peu David O'Hare, là, le médecin, qui parle un petit peu de ce que c'est la cohérence cardiaque, ce que ça fait sur le corps. Donc, c'est vraiment quelque chose, moi, qui a changé ma vie carrément. Puis, je pratique au quotidien. Là. C'est quelque chose qu'on pratique tous les jours. OK. Ce qui m'apporterait un autre point, dans le fond, là, on a parlé du sommeil, qui est une des choses primordiales qu'il faut savoir. En fait, il faut avoir un bon sommeil ou essayer d'avoir le meilleur sommeil possible, en fait, pour les symptômes. L'autre serait la gestion de l'eau, je crois. Donc, tu t'en parlais, s'hydrater à chaque 15 minutes, tout ça. Corrige-moi si je me trompe, mais de ce que j'ai lu et écouté d'autres personnes, plus que tu montes en altitude, plus que ton besoin d'eau est élevé. Ben, en fait, oui, mais en fait, pourquoi il est élevé, c'est parce que tu te déshydrates beaucoup. Puis on oublie les façons de se déshydrater. Souvent, l'hiver, on a tendance à moins s'hydrater parce qu'on le ressent moins. Mais on n'est pas moins déshydraté pour autant. Je te donne un exemple. Quand tu respires, tu envoies de la vapeur d'eau dans l'air. Oui. Donc, tu te déshydrates par la respiration. Puis en haute altitude, est-ce qu'on respire plus qu'au niveau de la mer? Ben, la réponse est oui. Donc, on se déshydrate constamment en altitude juste du fait qu'on respire plus rapidement. Fait que oui, définitivement, nos besoins en hydratation sont plus élevés plus on va monter en altitude. Ça, c'est sûr. L'air étant plus sec aussi, ça, c'est une autre chose. C'est un des facteurs climatologiques qui définit la haute altitude, c'est que l'humidité relative de l'air est plus basse. Donc, l'air étant sec, mais veut pas, on se déshydrate plus à cause de ça aussi. Donc, c'est pas nécessairement par la sueur.
C'est pas nécessairement par la sueur, effectivement. Donc, la Ok. sueur, c'en est un, la respiration, c'en est un autre. Si, admettons, tu prends une diarrhée parce que tu es dans un pays étranger, ben bingo, tu viens de te déshydrater Ah au oui, bout à cause de ça. instantanément. Exactement. Euh, Puis l'humidité relative de l'air qui est plus sec, tu sais, tout ça, tous ces facteurs-là ensemble, fait en sorte que tu te déshydrates vraiment plus. Ouais. Puis tu le ressentiras pas nécessairement, mais c'est pour ça qu'il faut être très méthodique dans notre façon de faire. Puis le petit truc de boire aux 15 minutes, ben, ça fait en sorte que tu te donnes une routine. Puis ce que je dis aux gens, de toute façon, c'est arrêtez-vous au moins aux 15 minutes pour voir le paysage, puis prendre des photos, puis de vous raconter une petite joke en passant. Puis tu disais que Oui, vas-y, Alex. ouais, en fait, tu disais, tu sais, un peu plus tôt qu'on peut avoir des problèmes digestifs et tout ça par rapport à la haute altitude. Est-ce que on peut avoir aussi des problèmes de la misère à boire? Est-ce que ça peut être dur boire à une certaine altitude ou c'est pas quelque chose qui est affecté? Non, ben en fait, tu ne seras pas tant affecté par l'altitude au niveau de boire. Les gens qui ont de la difficulté à boire, là, quand je leur pose la question, est-ce que vous buvez au niveau de la mer, ils boivent pas. Ils boivent pratiquement pas au niveau de la mer. Donc, c'est une habitude Mhm. à prendre au quotidien. Puis ça, c'est pas la veille du départ qu'il faut commencer, là. C'est bien avant. Parce que si tu bois même pas 1,5 litre d'eau par jour, hein, au niveau de la mer, tu n'arriveras pas à boire ton 5 litres en haute altitude. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose, une habitude à prendre au quotidien. Évidemment, on ne prendra pas jusqu'à 5 litres d'eau pour quelqu'un qui travaille devant un ordinateur, là. Mais, mais on se comprend, de prendre l'habitude de boire régulièrement au niveau de la mer, ben, ça va aider beaucoup à prendre la bonne habitude pour continuer après ça en altitude. Puis de toute façon, de boire plus d'eau régulièrement au niveau de la mer, c'est juste bénéfique C'est pour tout le monde, là. c'est pas quelque chose Ouais. qui est nuisible. Non, Non, c'est ça. non, Mais ça m'amène quand même à une question quand même technique, parce que qui dit altitude dit souvent temps plus froid ou une météo euh, plus enneigée, ou en tout cas, il fait généralement plus froid en altitude. Est-ce que tu aurais des trucs pour gérer l'eau en altitude? Parce qu'évidemment, ça peut geler facilement. ouais, c'est une super bonne question, puis ça m'amène à parler du contenant. Parce que les gens utilisent beaucoup sur des randos, longues randonnées, courtes randonnées, des systèmes d'hydratation avec un Ouais. tube, le fameux Mhm. Camelback. C'est à proscrire complètement en altitude. Pourquoi? Parce que quand on part en altitude, on part pas pour 2 jours. On part souvent pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, c'est pour une longue durée. De gérer les bactéries, c'est absolument impossible de le faire correctement. Donc là, les gens tombent malades à cause de ça. Donc, c'est pas le système d'hydratation que je vais privilégier pour l'altitude. On va y aller avec des grosses gourdes, c'est comme les Nalgene, là, des gourdes Avec des... cylindriques avec un Ouais. gros goulot, là. Ben, on va prendre 1 litre comme ça. OK. Ça, c'est vraiment comme ça qu'on va gérer. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. De un, au niveau bactéries, c'est beaucoup plus facile à gérer parce que moi, personnellement, tous les jours, je vais immerger, ben, quand la gourde est vide, évidemment, là, j'ai fini de la boire, j'étais en fin de la journée, je vais immerger la gourde de chacun de mes clients, le goulot, dans l'eau bouillante. Donc là, à ce moment-là, je m'assure que toutes les bactéries qui sont sur le goulot, parce que c'est par là qu'on met nos mains tout le Mhm. temps, ben, tout ça est désinfecté complètement. OK. Fait que ça, c'est une des façons d'éviter de se contaminer par l'eau. Puis, en faisant ça, ben, je peux, si tu parlais de conditions froides, Catherine, là, je peux mettre de l'eau chaude ou voire même bouillante dans la gourde, puis dormir avec ça dans mon sac de couchage, je peux me faire des Mhm. bouillottes. Un- Donc là, j'ai une double fonction. J'ai l'eau potable à 100%, puis j'ai une bouillotte. Fait que j'ai un 2 pour 1. Fait que Puis ça, c'est... Ouais, est-ce vas-y. qu'en partant en randonnée, est-ce que tu suggères d'avoir de l'eau chaude dans les gourdes pour éviter qu'elle gèle ou? Ben, en fait, oui, c'est que ça dépend de la température ambiante. Tu sais. Si la température ambiante est très froide, puis toi, tu as accès à de l'eau chaude, ben oui. Ben oui. Tant que cette eau-là a bouilli, donc toutes les Qu'elle est bactéries sont potable? est potable, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Ben oui, c'est une excellente idée. Si tu as de l'eau chaude à ta disponibilité, ben oui, ben oui, ben oui, c'est l'idéal. C'est l'idéal parce que t'aides ton corps à garder sa température interne stable. OK. Mais Donc, ce si serait on a juste bénéfique. de l'eau glacée, souvent j'ai cette question-là. Ouais, mais moi j'ai juste accès à de l'eau glacée. Ben c'est mieux de boire de l'eau glacée que pas boire Bien du sûr. tout.
Donc, à ce moment-là, garde-la dans ta bouche quelques secondes, l'eau. Elle va se réchauffer, puis avale doucement. OK. Puis ça a sauvé la vie à des gens, là. Pour éviter le choc là, de boire de l'eau froide. Là. Exact. Mais mieux vaut boire de l'eau froide que de ne pas boire du tout. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Dans le fond, comme Catherine a parlé, plus qu'on monte, c'est plus qu'il fait froid. Donc, plus qu'il fait froid, moins qu'il y a de sources d'eau. Donc, la plus grosse partie de l'eau va venir avec la fonte des neiges. Donc, fonte des neiges égale gaz. Donc, à ce niveau-là, je sais que plus que tu montes en altitude, plus que c'est long faire bouillir 1 litre d'eau. J'aimerais entendre ton opinion là-dessus. Est-ce que tu as des trucs là-dessus? Ou puis, en fait, tout simplement, as-tu des chiffres par rapport à ça? Je pense que j'avais lu, ça se peut-tu, 2 heures pour 1 litre d'eau quand t'es comme rendu presque au sommet de l'Everest? Ouais, en fait, c'est plus complexe que ça parce que ça dépend du carburant que tu vas utiliser, ça dépend du réchaud que tu vas utiliser, ça dépend de ta gamelle que tu vas utiliser. Ben, tu vois qu'il y a beaucoup de facteurs. différentes composantes qu'il faut analyser. Ouais. Ouais. Tout ce qui est gazeux, butane, propane, OK, les petits réchauds qui sont butane, propane, la majorité, OK, sont très peu performants par rapport au naphte. Ouais. Le naphte qui est liquide. Ouais. Okay? Mais dans la majorité des expéditions, on va utiliser du gaz parce que c'est plus pratique, c'est plus facile. T'as pas de chance qu'il y ait quoi que ce soit avec ça, pratiquement comme, tu sais, d'en répandre puis de mettre le feu à ta tente, mettons, là. Donc, souvent, les gens vont utiliser le gazeux. Mais les systèmes gazeux, il faut savoir que ça gèle. Donc, on peut les réchauffer dans notre manteau puis ils fonctionnent encore, là, mais c'est pas tous les systèmes qui sont aussi performants. Je te donne un exemple, pour ceux qui en font du plein air puis qui connaissent ça. Il y a la compagnie MSR qui font un réchaud qui s'appelle le Reactor, qui est un réchaud hyper performant pour l'altitude, qui a une valve de pression dessus qui fait que tu peux utiliser pratiquement 100% de la réserve de gaz à l'intérieur. Ça, c'est vraiment très performant. Puis en plus, le système de gamelle est comme clippé dessus, ce qui fait que tu n'as aucune perte de chaleur, que ça résiste au vent. Bref, ça va amener ton eau en ébullition à une vitesse phénoménale. Fait qu'on peut pas comparer, dire ça prend tant de temps à telle altitude. Ça dépend du réchaud de la gamelle. Ça dépend du système. Là. Ouais. Ça dépend du système, oui. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'eau ne bout pas à la même température. OK. Donc, en haut du Mont Blanc, ton eau va bouillir à peu près à 80-85 Celsius, si ma mémoire est bonne. Okay. Donc, cuire tes pâtes, ça va prendre pas mal plus de temps. tu vas les manger al dente, là. C'est pas mal sûr. Là. Ça veut dire que même si c'est en ébullition, l'eau n'est pas chaude. L'eau n'est pas à 100 degrés Celsius. OK. Sauf que les gens vont dire, ouais, mais là, comment on fait pour enlever tout ce qui est pathogène dans l'eau, tout ce qui est bactéries, protozoaires, virus. Mais là, il faut comprendre aussi que plus on monte en altitude, moins il y en a. Donc, le risque est moins grand. OK. Parce que, dans le fond, il meurt avec le froid et... Ben non, mais c'est parce qu'il y a moins d'animaux, tout simplement. Ah, d'accord. Il n'y a pas de vie. Il n'y a rien qui vit. Ben exactement. Il n'y a pas d'animaux qui vont déféquer dans la nature à 6000, 7000 mètres. Là, il n'y en a presque pas. Là. À part des humains, il y a peu d'animaux. Là. Ça m'amène une autre question qu'on n'avait peut-être pas préparée, mais justement, gérer ses propres déchets humains en altitude, ça ne va pas se décomposer là, si on se creuse un trou. Donc, est-ce que tu aurais des trucs pour ça? Ce serait quoi la marche à suivre généralement en altitude? Écoute, l'idéal, c'est de suivre les principes du sans-trace. Okay? Ceux qui ne savent pas c'est quoi le sans-trace, allez voir sans-trace.ca. Sans S-A-N-S, donc pas de trace, c'est ce que ça veut dire. Il y a 7 principes pour limiter notre impact sur l'environnement. En altitude, c'est tout un problème. Puis sur certaines montagnes, maintenant, ils exigent qu'on ramène nos excréments. Okay. C'est le cas, entre autres, du mont Whitney en Californie. C'est le cas du mont Whitney, c'est le cas du mont Denali aussi en Alaska, c'est le cas de quelques montagnes. Mais moi, je pense que peu importe la législation, c'est la responsabilité de chaque
personne de faire de son mieux pour limiter l'impact sur l'environnement au maximum. Moi, pour te donner une idée, parce que je voulais prouver au monde que ça se pouvait, en 2008, j'ai été la première expédition sur un 8000 mètres sans trace. Wow. 100% sans trace. J'ai même donné des tracts, c'était au Népal, évidemment, puis j'ai donné des petits fascicules dans les écoles de la vallée pour éduquer les jeunes à limiter leur impact sur l'environnement parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là. Donc, c'est possible. C'est beaucoup de travail, honnêtement, mais c'est possible de faire ça. Donc, on va faire nos besoins dans un sac qu'on va ramener plus bas, en plus basse altitude pour mettre ça dans les champs. Mettons, on va envoyer ça dans les champs. Où ça va se décomposer plus facilement. Exact. Ça prend du végétal, absolument. Oui. Vu qu'on tombe dans un élément plus minéral, là, où là, la roche puis juste de la neige, en très haute altitude, là, il faut absolument rapporter ça, sinon ça va prendre extrêmement longtemps à se dégrader. Là. OK. Donc, dans des sacs, un peu comme des sacs pour les chiens. Hein? Ouais, ben moi, j'utilise des sacs qualité construction pour être sûr que ça pète pas. On veut pas. Excellent. La canne de Pringles est également un bon contenant pour ramener lorsqu'il faut ramener. C'est ça, exactement. Je vais changer de sujet complètement. Oui? En fait, ça reste un peu avec le froid et tout ça. Là. Comment qu'on compose avec la météo? Parce que n'importe qui a été en montagne, que ce soit même au Mont-Tremblant, qui est à genre 1000 mètres d'altitude, peut voir que la météo change extrêmement vite. Donc, en haute altitude, on fait juste amplifier ce facteur-là. Donc, comment qu'on compose avec ça? Comment qu'on gère ce facteur-là? Wow, ça se répond pas simplement. Il y a bien des choses à parler là-dessus. Oui, tu as raison, la météo change énormément en montagne, puis il faut être prêt à tout. D'autant plus que les changements climatiques sont là, sont présents, puis on les vit de plein fouet. Je te donne un exemple. Avant, aller au Népal en septembre, c'était une belle période. Okay. Ben maintenant, la mousson est décalée. C'est pas rien, là. Elle est complètement décalée, puis on peut avoir des pluies diluviennes en septembre. Donc, il faut s'attendre à tout. Les statistiques météo sont plus bonnes du tout. On peut plus se fier sur les statistiques météo parce qu'à chaque année, on bat des records. J'ai vu des glaciers reculer, moi. C'est pas normal que dans une vie d'homme, tu vois un glacier reculer. C'est juste pas possible, mais ça se voit. Donc, il faut vraiment être prêt à tout. Une chose aussi qui est importante en termes de météo, puis ça, des fois, les gens sont pas alertes à ça, c'est le froid. Les gens sont habitués à faire du camping d'hiver ici, il fait moins 20, moins 25, j'ai pas de problème. Tu arrives en altitude, il fait moins 10, tu dis, crime, je gèle comme une crotte, qu'est-ce qui se passe? En fait, ton sang circule moins bien dans ton corps en altitude. Il devient comme un peu de la melasse, tu sais. Fait qu'il circule vraiment difficilement dans ton système sanguin, ce qui fait que tu te réchauffes moins facilement. Fait que tu ressens le froid beaucoup plus qu'au niveau de la mer. OK. Donc ça, c'est un facteur important. Puis une des façons de contrer cet effet-là, c'est de boire. Donc on revient encore à notre hydratation pour faciliter notre thermorégulation. C'est vraiment l'hydratation qui va faire une énorme différence. Ça va garder le sang plus liquide, là. Ça va aider la circulation. Exactement. Donc tu vas être capable de te réchauffer un peu plus facilement. Mais d'une façon ou d'une autre, en altitude, tu vas ressentir le froid beaucoup plus. Donc ça, c'est vraiment une chose à retenir. Là. Ton moins 10 ici, qui est facile, moins 10 en haute altitude, tu peux le trouver dur. Donc, est-ce qu'on peut atteindre un état d'hypothermie plus facilement en altitude? Oui. Oui. Okay. Oui. Okay. Expérience vécue. Puis moi, dans mon cas, c'était vraiment une erreur de débutant parce que je ne m'étais pas hydraté aux 15 minutes. Pendant 2h30, j'ai pas pris d'eau, puis à cause de ça, ben j'ai souffert d'hypothermie. C'est vraiment ridicule comme erreur, mais je la raconte tout le temps dans mes formations pour faire prendre conscience aux gens que peu importe l'expérience que tu as, peu importe les années d'expérience que tu as sous la cravate, tu peux faire une erreur comme ça, mais qui aurait pu me coûter la vie. Là. C'était pas drôle, là. C'était au Denali en plus, en Alaska, grosse expédition. Grâce à mon partenaire, je suis encore en vie, merci. Mais une petite erreur d'inattention. Donc, boire aux 15 minutes, c'est essentiel. Là. Ça peut sauver une vie. Là. Oh oui.
Puis par curiosité, là, je veux juste rentrer dans l'anecdote. Qu'est-ce que tu as fait pour... qu'est-ce que ton partner a fait pour te sauver, si on veut? En fait, il a fait tout ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'on on a arrêté l'ascension où on était. On a monté notre campement là. OK. Donc, on s'est isolé. Il s'est assuré que j'avais des vêtements, que tous mes vêtements étaient secs. Ça, c'est super important. Donc, pas de vêtements humides. Puis, tranquillement, il m'a donné des boissons tièdes, pas trop chaudes, tièdes. En fait, tout ce que tu as besoin, c'est une boisson à 37 degrés Celsius. Il ne faut pas l'oublier. Puis 37 degrés Celsius, tu rentres ton doigt dans l'eau, tu ne vois pas la différence. Tu ne la trouves pas chaude, l'eau. Donc, ça donne une idée là, de la chaleur. C'est pas très, très chaud. C'est juste tiède. Puis ça a pris, de mémoire, à peu près 10 à 12 heures avant que je reprenne À revenir à un état Ouais, j'étais normal. même pas capable de tâcher mon manteau, là. Wow. Wow! J'étais plus capable de rien faire, là. Puis je voyais mon état dégradé, puis ce qui était plus paniquant, c'était que je savais exactement, si je l'enseigne, là. Je suis Oui. instructeur de premiers soins, je l'enseigne. Puis je savais exactement les étapes qui s'en venaient, là. Donc c'était un peu angoissant, là. Puis je me disais, moi, je sais qu'est-ce qui arrive. Imagine quelqu'un qui ne sait pas, et c'est hyper angoissant. Maintenant, j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui souffrent d'hypothermie parce que c'est vraiment, vraiment pas le fun, là. Puis ça fait très, 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 très mal, là. Quand ça... Parce que là, il y a deux types d'hypothermie pour rentrer dans le plus technique. Tu voulais rentrer dans le plus technique, Alex, hein? T'as une hypothermie qui est chronique. Moi, dans mon cas, c'était chronique. Donc, c'est une hypothermie qui s'est tranquillement mis en place. Contrairement à une hypothermie qui est, mettons, par immersion. Je vais tomber dans l'eau glacée. Ça, c'est une hypothermie qui est rapide. Mm-hmm. Ça, c'est plus rapide à revenir. Une hypothermie chronique, c'est c'est long à mettre en place, mais c'est long aussi à s'en débarrasser, disons. Wow, OK. C'est plus long à en revenir, à regagner les degrés qui ont été perdus lentement. Exactement, ouais. Pour quelle raison? OK. Parce que j'imagine, tu sais, à un moment donné, ton corps est rendu à telle température. Qu'est-ce qui fait qu'il y a d'une manière... Mais c'est parce que tu as descendu ta température très, très, très doucement. Tranquillement. Puis là, tu es rendu à un point qui est très bas en température. Donc, c'est beaucoup plus long à revenir à ta température de 37,5 parce que tous tes organes, toutes tes fonctions vitales sont au ralenti. OK. Donc, pour repartir ça, c'est beaucoup plus difficile. Okay. Alors que si ça se passait rapidement, il n'y a pas eu ce ralentissement-là. Exact. OK. Je comprends. Exact. OK. Intéressant. C'est pour ça que des cours de premiers soins en région isolée, c'est important. Super important. Puis, est-ce qu'il y aurait une différence, tu sais, là, je change un petit peu de sujet, là, mais je voulais l'aborder. Est-ce qu'il y a une différence sur les effets de l'altitude chez la femme ou l'homme? Est-ce que entre les deux sexes, il y a une différence? J'adore ta question parce que j'ai dédié un chapitre complet dans mon livre sur la femme et l'altitude. Excellent. Fait qu'il faut aller lire ton livre. Oui, exactement. Super. C'est des blagues. Je vais quand même répondre à la question, mais tout ça pour dire qu'il n'y avait aucun livre qui parlait de la femme et l'altitude. Puis moi, en guidant, évidemment, j'avais plein de questions venant de femmes, des questions spécifiques au niveau des menstruations, etc. Puis je me suis dit, aïe, tous les livres ont été écrits par des hommes pour des hommes. Oui. Il n'y avait pas de réponse à leurs questions. Puis je trouvais ça un non-sens. C'est pour ça que j'ai dédié un chapitre là-dessus. Parce que oui, il y a des différences chez la femme du fait principalement à cause des menstruations où là, vous perdez beaucoup de sang. Qui dit perte de sang, perte de fer, le fer fixe l'oxygène. Fait qu'on voit qu'il y a une grande implication à ça, là. Okay. Donc les femmes devraient aller passer un test sanguin pour déterminer leur taux de ferritine dans le sang avant une expédition en altitude, pour savoir s'il y aurait peut-être besoin de supplémentation à ce niveau-là. Mais ça, je fais un gros point d'exclamation, attention, commencez pas à jouer avec votre taux de fer comme ça, puis d'aller vous prendre des suppléments de fer. C'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, ça a une grosse implication dans notre corps, donc il faut absolument aller passer un test avec votre médecin, puis déterminer ça avec soit le médecin ou un naturopathe par la suite, à savoir quel taux de fer ou quel supplément on devrait prendre. Donc, il ne faut pas jouer à ça là, à peu près. Là. C'est des choses qui sont importantes à faire. Donc ça, c'est une des grosses
grosse différence. Mais est-ce qu'une femme va mieux ou moins bien réagir qu'un homme? C'est absolument la même chose. Il n'y a pas de différence avec ça. Ça dépend, comme on en a parlé, des petits capteurs qu'on a dans l'artère carotide qui vont détecter le niveau de gaz dans l'air. C'est plus sûr que tu sois une femme ou un homme, ça change strictement rien. Ça varie d'un individu à l'autre, mais indépendamment du sexe. Je dirais, il y a une différence aussi que j'ai notée, c'est que les femmes ont moins cette espèce d'esprit de compétition, je te dirais, que l'homme. L'ego. Ça aide beaucoup en altitude. Moins d'ego, plus d'écoute de soi. Oui. Puis plus d'écoute des autres aussi. Puis Okay. ça, c'est super intéressant puis super agréable dans un groupe. Puis c'est pour ça que j'aime les groupes mixtes. Parce que ça tempère tout ça. Puis ça fait quelque chose qui est plus... je sais pas, qui est plus sain en termes de groupe. Là. C'est vraiment plus le fun. Fait que, tu sais, après ça, il y a plein de petites spécificités de la femme, là, comme on parle des pistes debout. Là. Il y a des outils pour arriver à faire pipi de façon beaucoup plus efficace en milieu hivernal. Sans s'exposer. Exactement, il y a ça. J'ai eu des questions sur les implants mammaires aussi. Des femmes qui avaient des implants mammaires me disaient, mais ça va faire quoi en altitude? Wow, bonne question. Ouais, hein. Je parle à des chirurgiens pour savoir, bon, ben, est-ce qu'il y a une implication ou non? Bon, je vous dévoile un punch, là, c'est pas grave. OK. Mais j'en parle plus précisément dans mon livre de ça, là, t'sais. Excellent. Fait que c'est un petit peu ça, là. Ça répond-tu à ta question? Oui, excellent. On ira consulter ton livre. Là. En fait, je te remercie d'avoir adressé ce chapitre-là dont il y a très peu de documentation. Là. Fait que ça va être super intéressant à lire. Je me suis senti pas mal imposteur, là, tu sais, syndrome de l'imposteur. Tu sais, je suis qui, moi, pour parler de ça? Tu sais, je suis un gars, mais je commence le chapitre en relatant une histoire un peu cocasse qui m'est arrivée quand je travaillais à l'accordé. Je travaillais à l'accordé pendant des années, puis je suggérais des différents types de pistes debout là, qu'on appelle l'urinoir pour femmes. Puis à un moment donné, je parlais avec une femme, puis j'expliquais tout comment faire. Puis là, je dis, ben là, faut que tu aies peur d'un débordement, il faudrait que tu te pratiques dans la douche. Tu sais, pas peur dans la douche, il n'y a pas de problème. Puis là, elle m'écoute, elle dit, hey, c'est donc bien de fun, c'est des bons trucs, tout. Puis là, tout d'un coup, elle réalise, elle dit, mais t'es un gars? Ben, comment ça, tu sais ça? Là, je dis, ben regarde, c'est parce que je guide pas mal, puis disons que j'ai eu bien des conversations avec des femmes à ce sujet-là, donc c'est pour ça, là. Faites-en pas, là. Ce qui m'apporterait vers un autre point, là, on a parlé de femmes contre la différence entre femmes et hommes. Si on met un enfant dans l'équation, est-ce qu'il y a une différence pour un enfant contre un adulte ou ça serait les mêmes symptômes? Giga bonne question parce que tu vois, même dans mon premier livre, j'en avais même pas traité des enfants parce que je considérais que c'était tellement pas censé d'amener des enfants en altitude. C'est un sujet très sensible. Je ne voulais même pas en parler, mais là, j'ai eu tellement de questionnements là-dessus de différentes personnes. Puis c'est légitime, les gens veulent partager ce bonheur-là d'aller en montagne avec leurs enfants et tout, mais c'est pas une bonne idée. L'enfant a besoin de 100% d'oxygène pour sa croissance, pour son développement de son cerveau, tout le temps, 24/24. Fait que là, tu vas l'exposer à une haute altitude. Puis là, il faut faire une nuance aussi entre quel âge a l'enfant. Mm-hmm. On parle d'un enfant de 2, 3, 4, 5 ans, ou on parle d'un enfant qui est plus proche de 16, 17 ans. Là, on est plus de l'ado préadulte. C'est différent aussi. Quelle altitude est visée? Donc, c'est bien embêtant. Faut y aller avec très, très grande prudence avec un enfant, surtout en bas âge, quand il n'est pas très apte à vraiment dire comment il se sent. En bas de 7 ans. Oui, les enfants vont réagir beaucoup plus rapidement, de façon beaucoup plus drastique à l'altitude, dans la majorité des cas. Donc, c'est vraiment embêtant. Puis, il faut toujours penser à l'évacuation. Est-ce que je peux faire une évacuation extrêmement rapide? Est-ce que j'ai de l'oxygène avec moi en tout temps? Il y a bien des considérations à regarder pour l'enfant. Je ne suis pas super à l'aise avec les enfants en altitude. Puis, je ne suis pas le seul non plus. Là. Non. Faire très attention. C'est sûr que un de mes enfants me dirait, je vais aller en altitude, c'est sûr que ça va me travailler, puis on va disons, sélectionner le projet pour que l'altitude soit pas trop élevée, donc je vais pas vraiment dépasser le 3000 mètres, puis
ça va être une exposition très courte, de très courte durée. Là. Et, OK. je sais pas si ça répond un peu à ta question par rapport à les enfants puis l'adulte, là, c'est vraiment Ouais. différent. Ouais, ok. Donc, on va déconseiller le plus qu'on peut, mais après ça, si on le fait, choisir le projet, être peut-être suivi par un médecin, etc. Juste prendre toutes les précautions possibles. Il faut pas qu'il y ait de marge à l'erreur. Là. Exactement. Tu n'as aucune marge d'erreur là. Là. Il faut vraiment que tu puisses réagir rapidement. Puis d'avoir de l'oxygène en tout temps, Mhm. ça pour moi c'est un must. Là. C'est sûr, sûr, sûr. OK. D'accord. Puis on parlait d'adapter le projet. Quand je parle d'avoir de l'oxygène, là, c'est d'avoir de l'oxygène au cas où. Là. C'est Ouais. pas de le mettre sur oxygène tout le temps. C'est vraiment une sécurité à avoir sur soi. Ouais. Fait qu'on parlait de projets plus adaptés, des choses comme ça. Pour nous, communs des mortels qui vivons au Québec, au niveau de la mer, ce serait quoi tes meilleurs conseils, outre les formations, mais quel type de projet? On a parlé, oui, de la préparation, aller se documenter, prendre des formations, vraiment la première étape. Mais quels seraient les premiers défis à recommander à quelqu'un qui voudrait commencer dans ce type d'aventure-là? Ben, les premiers défis, moi, je dirais de faire plusieurs jours, peut-être pas autant que toi tu en fais ou Alex, de faire des très, très, très longues randonnées, là, mais de cumuler tranquillement le bagage de plein air, de dire je fais un 2 jours de camping, après ça un 3 jours, après ça un 4 jours. Puis tu augmentes tranquillement comme ça. Donc tu deviens plus à l'aise avec l'équipement, avec la randonnée en tant que En telle, général. avec le rythme et tout ça. Puis tranquillement, tu bâtis ton expérience autour de ça. Ça, déjà, ça serait une bonne chose à faire, puis qu'on peut faire ici. Après ça, on va aller vers des montagnes qui nous challenge un peu plus en termes de météo. Donc, on peut aller, on parlait du Mont Washington, Qui est un bon exemple. C'en est un bon exemple. avec une météo extrême. Oui, c'est sûr qu'on peut aller là, mais il y a des montagnes un peu moins extrêmes qui vont nous donner du fil à retordre, puis tranquillement, on augmente notre niveau d'expérience puis de compétence en faisant ce genre d'expérience-là. Puis là, éventuellement, on va voyager un petit peu parce que la haute altitude, ça se passe ailleurs qu'au Québec. Et on va aller dans des altitudes plus modérées, mettons autour de 3000 mètres, 3200, 3500, puis on monte tranquillement comme ça, puis on voit comment notre corps réagit, puis on ajuste aussi notre aventure par rapport à nos expériences et tout. Puis c'est sûr que si on veut aller encore plus haut que ça et tout, une des bonnes introductions, je dirais, c'est de partir guidé. Parce que là, tu profites de l'expérience de quelqu'un qui fait ça comme métier, là. Ça, c'est sûr que ça peut être une belle porte d'entrée. Moi, j'ai eu des clients qui sont venus avec moi, qui ont appris plein de choses, puis que là, maintenant, sont autonomes. Là, ils en font par eux-mêmes. Là. Fait que ça peut être une belle gradation, disons, là, pour s'introduire à l'altitude. Là. Parfait. Et quand je parle de guide, là, je parle aussi de guide certifié. Il faut savoir qu'au Québec, pas de loi qui régit quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc, n'importe qui peut se proclamer guide. Okay. Il n'est pas guide pour Saint-Saëns, là, comme je sais. Fait qu'il il y a des formations là, pour devenir guide, il y a des certifications. Avec Rando Québec, il y a toutes les certifications possibles. Quand on arrive au niveau 3, c'est conjointement avec l'ACMG, donc l'Association of Canadian Mountain Guides, c'est une association de l'Ouest canadien qui certifie tous les guides de haute montagne, entre autres. Donc, c'est eux qui certifient pour Rando Québec pour le niveau 3. Donc, un guide certifié par la CMG, c'est sûr que c'est un gage de quelqu'un qui a fait... Ça ne veut pas dire qu'il est super, là, mais ça veut dire qu'il a vraiment fait toutes ses classes. Qu'il a les connaissances nécessaires. Exactement. Ouais. Fait que ça, c'est important à savoir. Mais je pense on vient de faire un gros tour de comme plusieurs questions très, très, très techniques. On va passer à une facette de nos entrevues qu'on aime faire, qui passe beaucoup plus rapidement, puis qu'on apporte, on démystifie des mythes. Donc, c'est juste un vrai ou faux. On te laisse le choix aussi d'élaborer un peu sur les sujets si ça te tente, si tu sens le besoin. Mais en général, c'est vraiment juste de briser des mythes. Donc, on va passer vite au travers de ça. On en a quelques-uns. Je te laisse aller avec la première, Alex. Parfait.
Donc, quelqu'un qui a déjà fait de la haute montagne sera acclimaté pour une prochaine fois. Bon, si les gens ont bien écouté, non. Ça sera pas, ça n'a rien à voir. Chaque expérience est différente, puis il n'y a pas d'acclimatation qui se fait pour plus tard, là. Non, puis... Au même titre que tu te déconditionnes aussi. C'est-à-dire qu'une fois que tu es acclimaté, tu reviens au niveau de la mer, ton corps ne produira pas plus de globules rouges qu'il en a besoin. Fait qu'il va redevenir au niveau de la mer, là. C'est ça, parce que il faut quand même rappeler qu'on vit au niveau de la mer ou à 100 mètres, des trucs comme ça en vivant au Québec. Donc, c'est pas comme si tu vivais au Népal que ton corps garde l'habitude, si on veut, là. Okay. Exact. Même en vivant au Népal, il faut poser des questions. Quand je vais au Népal, puis j'engage des porteurs, je leur demande toujours où ils vivent. Parce que des fois, maintenant, ils vivent beaucoup à Katmandou, mais Katmandou, c'est pas en altitude. Fait que quand ils vivent à Katmandou, je les considère comme nous. Okay. Ils sont pas meilleurs que nous. C'est à recommencer à chaque fois. À recommencer à chaque fois. Excellent. Donc, deuxième question. La haute altitude, ce n'est pas pour tout le monde. C'est vrai. C'est vrai, malheureusement, c'est pas pour tout le monde. Puis il y a des contre-indications absolues et des contre-indications relatives à l'altitude. Si vous allez dans une clinique santé-voyage, ils devraient utiliser ces grilles-là, normalement, là, qui existent dans la littérature. Donc, certaines contre-indications qui fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aller en altitude. Donc, ça, c'est important. Excellent. Il est possible de devenir aveugle en haute altitude. En fait, on peut devenir aveugle pas juste en haute altitude, mais ce que tu veux probablement dire, c'est tu veux parler d'ophtalmie des neiges. Oui, exact. Puis ça, c'est une cécité temporaire. Donc, tu deviens aveugle temporairement dû à l'éblouissement, le soleil qui a frappé trop fortement sur la glace, la neige, qui a reflété dans tes yeux, qui t'a brûlé l'œil, en fait. Mais ça, c'est pas propre à l'altitude. Ça peut arriver n'importe où. Ça peut arriver au niveau de la mer. N'importe où il y a de la neige. Oui, exactement. Neige, eau aussi, ça pourrait faire ça. Mais dans le fond, une chose que je savais pas, que tu viens de m'apprendre, c'est un symptôme, c'est quelque chose qui est temporaire. Après ça, on revient de ça? Oui, c'est une cécité temporaire, mais tu reviens, mais avec des séquelles. OK. Donc, tu as vraiment brisé ton œil, là. Il ne reviendra pas à 100%. Comme une brûlure, là. Oui, c'est exactement ça. On l'appelle souvent comme le flash du soudeur, là. Okay. Donc, tu vas vraiment brûler l'œil. Puis c'est tellement simple à éviter, c'est d'avoir des bonnes lunettes de soleil de montagne. C'est tout. All right. Suivante. Plus on est en forme, moins on a de symptômes en altitude. Non, ça n'a rien à voir. La forme physique n'a rien à voir avec les symptômes. Par contre, plus tu es en forme, plus tu risques d'avoir du plaisir parce que tu vas avoir une capacité à récupérer qui est meilleure, mais ça n'a rien à voir avec les symptômes de l'altitude. OK. Donc, le mal des montagnes peut survenir chez quelqu'un qui est super en forme ou non? Absolument. Oui. Puis souvent, là, j'ai les pires, là, c'est ceux qui sont des triathlètes ou des Ironman. C'est les pires. Parce qu'eux autres, ils veulent pousser la machine, puis sont habitués de souffrir. Donc là... ils ont une tolérance à la douleur plus élevée. Exactement. Enfin, c'est nul en altitude d'avoir ça. Ils ont le bon body, mais ils n'ont pas le bon esprit, la bonne intention en arrière. La bonne écoute. Okay. Exactement. Mais ça m'apporte à un autre mythe qu'on a. J'ai fait de l'asthme, donc je ne peux pas faire de haute altitude. Non, l'asthme n'est pas une contre-indication absolue. Tu peux aller en altitude en faisant de l'asthme. Souvent, même les asthmatiques vont avoir un peu moins de symptômes qu'à la maison parce que c'est plus sec et il y a moins d'allergènes et tout. Mais encore une fois, c'est d'en discuter avec son médecin parce que chaque cas est particulier. Mais non, c'est pas une contre-indication pour l'altitude. OK, on continue dans l'air. La randonnée en haute altitude veut dire plus de flatulence. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est une question de pression. Ah! Question de pression, puis oui, il y a plus de flatulence, donc il faut avertir nos coéquipiers dans l'arrière quand ça arrive. On ne retient pas ça, il faut lâcher le haut. Ça nous propulse vers le haut. Oui. Puis, il y a une auditrice qui nous a demandé si tu avais des trucs par rapport à ça ou il n'y a rien à faire à ce niveau-là. Pour les gaz, ben en fait, oui et non. Mon truc, c'est de ne pas retenir ça. J'ai une bonne anecdote dans mon livre. Je vous brûlerai pas le punch. Je vais laisser les gens lire là-dessus. Mais
mais il ne faut pas les retenir. Okay. Parce que sinon, c'est un inconfort puis ça ne sert à rien. Okay? Donc, de les laisser aller, les gaz, ça, c'est important. Souvent, les gaz sont dus à un changement de nourriture. Donc, si tu vas dans un pays étranger puis tu le sais à l'avance, tu t'es renseigné, puis il y a souvent beaucoup plus de légumineuses. Puis des fois, les gens au niveau de la mer, ici au Québec, on mange pas tant de légumineuses que ça, souvent. Donc, de s'habituer à manger ça doucement, tranquillement, avant l'expédition, ben, ça va limiter ce problème-là. OK. Fait que ça vient souvent des légumineuses qu'on digère mal. Excellent. Ça serait mon truc à donner à cette personne-là. OK, ben, pour rester dans la nourriture, le déficit calorique est chose commune en haute montagne. Et plus que commune, c'est obligatoire. Tu n'arriveras jamais à manger suffisamment pour combler ton déficit calorifique. C'est impossible. C'est humainement impossible. Fait que c'est sûr qu'on va être en déficit. Maintenant, c'est là où c'est important d'essayer d'avoir la meilleure nourriture possible en termes de qualité, puis d'abondance, mais je dirais même de goût pour te donner le goût de manger. Garder l'appétit. Ouais. En fait, ça, c'est un bon point que tu parles, Catherine. Je vais déborder un petit peu là, parce que l'appétit, là, on ne la perd pas en altitude. On perd notre capacité à digérer aussi efficacement. OK? Obélix, il a dit quelque chose d'important dans sa vie. Il a dit quand l'appétit va, tout va. Ben, c'est vrai. OK? Quand tu perds l'appétit, c'est un signe que ça ne va pas. OK? Tu vas perdre, tu ne mangeras pas autant, mais tu devrais manger avec appétit. Vous voyez la différence? C'est vraiment important. Donc, on mange un peu moins en quantité parce que notre système digestif est plus au ralenti pour, différentes raisons. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques, là, mais c'est un peu ça. Par contre, l'appétit, moi, je mange avec appétit. Là, j'ai vraiment faim. Là. OK. Mais on le digère moins bien. Exactement. Donc, manger plus souvent des petites quantités? Plus souvent des petites quantités, moins de gras qui sont difficiles à digérer. Le gras demande beaucoup d'oxygène pour le digérer. Donc là, manque d'oxygène, difficile de digérer les gras. Donc, les fritures et compagnie à éviter. Autant que possible. Ouais. Excellent. J'avais lu un truc là-dessus aussi. La personne a dit que c'est bien d'apporter des choses qu'on aime manger. Fait que tu sais, si tu pars toujours, mettons, tu disais de s'habituer, de prendre l'expérience avant, puis là, tu pars toujours en longue randonnée avant, puis t'apportes toujours tel bord parce que t'es aimes beaucoup, ben emmène-en dans ton sac parce que si t'aimes tant que ça les manger, ben ça se peut que t'aimes tant que ça les manger aussi en haute altitude, puis ça va peut-être être quelque chose de réconfortant puis qui va te donner envie de manger aussi. Là. Oui, ça c'est tout ce qui peut, disons, te donner envie de manger, ben go. Évidemment, si c'est des cochonneries, y aller avec parcimonie, disons. J'ai un gros plat plein de belles noix, ben je vais rajouter des M&M parce que j'aime ça, puis ça fait de la couleur, mais ça n'a aucune valeur nutritive, mais ça va m'aider à manger, ben go. Ça peut être un exemple. Là. Excellent. Prochain vrai ou faux, la vitesse n'est pas possible en haute altitude. Tu veux dire d'aller vite? De se pousser, mettons, courir ou... En fait, oui, c'est possible. Hein? Est-ce que c'est la chose à faire? Non. Mais quand on est pleinement acclimaté, certains individus vont pouvoir pousser vite. Il y a des records de vitesse qui se font, mais il faut savoir que ces records de vitesse, ça veut dire que cet individu-là a passé des mois et des mois en haute altitude à s'acclimater avant de faire un record de vitesse. Excellent. Donc, c'est possible la vitesse, mais c'est pas recommandé. Tu vas pas faire de la vitesse comme ça. Là. Ben c'est ça. Dans le fond, c'est possible la vitesse, mais il y a beaucoup de préparation à faire. Beaucoup de choses derrière. C'est ça. Énorme, oui. T'arrives pas, tu débarques pas de l'avion, puis là, bon, ok, j'y vais pour un record. Là, non, là, tu t'en vas vers ton cercueil. Là. Prochain, il faut avoir des bottes plus grandes lors de randonnées en haute altitude. Ouais, ça, j'entends ça encore beaucoup. Malheureusement, c'est un mythe. OK? Ce qui arrive, c'est qu'en altitude, il y a une problématique qu'on appelle l'œdème localisé. Donc, tu peux enfler temporairement au niveau des chevilles, des pieds, des poignets, des doigts. Mais c'est très temporaire.
Donc, c'est faux de dire qu'il faut choisir une botte qui est plus grande. Au contraire, si tu prends une botte qui est plus grande, ben, tu vas avoir plus d'espace, puis trop d'espace, qui veut dire friction, puis friction égale ampoule. Donc, tu veux surtout pas ça. Fait que l'œdème localisé, c'est très temporaire, ça va se résorber, donc, puis ça arrive pas à tout le monde. Fait que non, un gros mythe. Gros mythe. OK. On va y aller avec nos 2 dernières. La préparation est la clé du succès. Hey, j'ai-tu besoin de répondre à ça réellement? C'est pour ça que je dis c'est les 2 dernières. C'est essentiel, oui, c'est essentiel. Puis la prochaine, tu vas y aller vite aussi. Il ne faut pas avoir peur d'engager un guide. Ah, ça c'est clair. Faut pas avoir peur. Mais faites vos devoirs, puis posez des questions, parlez au guide, demandez ses certifications, demandez à lui parler, ça c'est super important. Il faut que ça clique, puis il faut qu'il y ait des certifications qui soient aussi cohérentes. Hein. Oui, parce qu'il faut quand même se dire que quand on part en trek comme ça, ben, on va souvent passer peut-être 3 semaines avec la personne, donc si ça clique pas, ça se peut que le séjour soit long. Ah, absolument. Puis, tu sais, c'est primordial pour moi, mais tu sais, chaque personne étant différente, mais moi, je suggère vraiment là, de prendre le téléphone, de parler à cette personne-là, de s'assurer que ça fit bien, puis qu'il est certifié, tout simplement. Parce qu'au Québec, comme je disais, vous seriez surpris des gens connus qui ont très peu de certification, voire aucune. Puis, ils continuent à accompagner des groupes en montagne. C'est vraiment important de poser des questions. S'informer comme il faut, parfait. Oui. Dans le fond, on veut te remercier. Là. On a passé quasiment 2 heures ensemble. Fait que un énorme merci. T'as répondu à tellement de questions. En fait, pour tout le monde qui nous écoute à la maison, pour vous remercier aussi de nous écouter, on a un livre, le livre d'Emmanuel, la 2e édition, donc Haute altitude du trek à l'expédition, à faire tirer. Il nous l'a même autographié, donc vous avez une belle dédicace dedans avec des dessins. Il s'est amusé, lui, puis rappelle-moi son nom. C'est... Goran, c'est le créateur de tout ça, là. C'est l'artiste. Donc ça, vous avez une belle page dessinée, je vous dirais, à l'intérieur. Donc on va faire tirer ça. Unique. Ouais, une version très très unique. Donc regardez les réseaux sociaux, le concours va passer là, puis avec les règlements du concours. Donc là-dessus, est-ce que tu aurais des liens à partager, Emmanuel, où est-ce qu'on achète ton livre, les cours? Oui, le livre est en vente sur le site de Rando Québec directement. Donc, vous allez sur le site de la Fédération Rando Québec, puis vous allez trouver le livre en vente là directement en ligne. Les gens peuvent le commander. Sinon, il y a mon académie de formation, académiehaute-montagne.com. Donc ça, il y a des formations disponibles là. Puis ce qui est important à savoir, les gens, c'est que la formation, je la vends comme moi, je voudrais l'acheter. Donc, on paie une fois, puis tu as accès à toutes les capsules vidéo illimitées. Puis même celles que je rajoute d'année en année. Donc, c'est un abonnement une fois, c'est tout. Oh, c'est quelque chose à savoir. Parce que moi, c'est comme ça que j'aimerais l'acheter, la formation. Fait que les gens qui l'achètent là, ils vont bénéficier de tout ce que je vais mettre dans les années à venir dans cette formation, dans ces formations-là. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Et puis, il y a des formations sur le suivi de la santé en altitude qui sont hyper importantes, puis qui sont maintenant disponibles via Rando Québec ou directement en communiquant avec moi. Donc, il y a une formation pour les participants sur 3 jours. Ça vous donne une idée à quel point il y a beaucoup de stock à savoir sur le suivi de la santé en altitude. Donc, c'est 3 jours pour les participants, puis 4 jours pour l'encadrant, donc les guides. Donc, c'est une super belle formation. Là, il y a 2 autres dates que j'ai ouvertes, une en novembre prochain, puis une en décembre. Donc, allez voir sur le site de Rando Québec. Les formations sont toutes mises en ligne, puis vous pouvez vous inscrire directement par le site de Rando Québec. Fait que ça, c'est vraiment le plus simple. Puis il y a mon site web, emmanueldaigle.com. Les gens peuvent savoir un petit peu plus qui je suis. Puis mes certifications sont là, justement. On peut apprendre à me connaître un peu mieux comme ça. Parfait, on vous invite tous à aller voir ça. Sérieusement, si vous gagnez pas le concours, allez acheter le livre. Ce livre-là est une bible, puis c'est pas juste pour la personne qui commence, c'est vraiment pour tout le monde.
je vais le feuilleter, puis malgré que je commence à avoir une bonne connaissance sur la randonnée en général, il y a plein de choses que je vois que je connais rien du tout parce que il faut dire que on parle de haute altitude, mais que ça va lier toutes les facettes, donc du départ à la chose la plus minime, que ce soit le bâton de randonnée, jusqu'aux symptômes qu'on vient de parler. Fait que ça couvre vraiment un gros éventail de sujets, là. C'est vraiment une référence à avoir dans sa bibliothèque. Merci énormément, Emmanuel, pour ton temps, pour toute ta générosité dans cette entrevue-là. Je pense qu'on a couvert beaucoup plus que ce qu'on s'attendait. Ouais. Donc, mais gros merci. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation. Je trouve ça vraiment le fun de pouvoir partager ça avec le plus grand nombre de personnes possible, puis que les gens aient du plaisir. S'il y a une chose à retenir, c'est ça, c'est d'avoir du plaisir en montagne. C'est la clé, là. Donc moi, c'est ce que je veux, c'est de voir des beaux sourires en montagne, puis pas des gens qui souffrent. Effectivement. Merci beaucoup. Salut, là. Ça fait plaisir. Merci. Salut, à la prochaine. Bye. Et voilà, ce qui conclut notre entrevue. J'espère que vous avez trouvé ça autant captivant que nous. J'en aurais pris et encore, là, sérieusement, ce gars-là est une mine de connaissances, là. Alors, il fallait s'arrêter un moment donné parce qu'on voulait pas prendre toute sa journée, mais on aurait pu parler encore et encore, là. J'aurais eu encore plein de questions, mais bon, je pense que je vais aller lire son livre. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais faire pareil, là. J'ai déjà commencé à le feuilleter, mais là, je vais m'embarquer complètement dedans. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, laissez-nous des reviews sur Spotify, sur Apple. Laissez-nous des commentaires sur nos réseaux sociaux. On répond à tout le monde, puis on aime ça vous entendre. Puis si vous avez des questions, on aime ça vous répondre. Donc, encore une fois, merci de nous écouter, puis on se revoit dans la prochaine épisode. Merci. À la prochaine. Bye. All right. Eh ben, bonne journée. Bonne journée. Le coq te fait dire bonjour. Je vais essayer de le laisser une fois dans l'épisode juste pour comme il a sonné tout le long, on l'entendait en background. Sérieux. On dirait qu'il est comme en dessous de la... Je pense qu'il est comme en dessous du plancher. Je suis comme dans une espèce de cabane surélevée, là, okay. Puis il se promène partout autour. Fait que j'ai l'impression qu'il est juste en dessous de moi. Ah, mais il sonne fort, là, parce que je l'entends vraiment très bien. Ouais, il est juste là. Il est juste à côté de la cabane. Mais c'est ça, les joies d'une ferme. Ouais, je suis allée voir les alpacas ce matin, je les ai flattés, je leur ai donné des câlins. on aura au travers de ce podcast-là, pendant que tu es sur le AT, plein d'anecdotes d'animaux, la moufette, là, le coq qui chante en arrière. Oui. C'est pas fini. Non. Il y avait un rongeur dans le mur aussi tantôt. Ça, je pense pas que vous l'entendiez, mais derrière moi, je voyais de la mousse isolante voler par la fenêtre. Ah ouais. Comme il y a quelqu'un ou quelque chose qui a décidé de gratter dans... Puis ça grattait, j'espère qu'ils l'entendent pas. Non. Celui-là, non. OK. Super. Parfait. Excellent. Hey, je vais me mettre à marcher, là. Ouais. Bye, là. Bonne journée. All right. À bientôt. Salut.